Je suis Stéphane Vaxelaire, je travaille à l'INRS, responsable de la communication externe, et j'ai le plaisir de vous accueillir ici dans cette belle salle. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation, donc au nom de la CARSAT, Bourgogne-Franche-Comté, de nos partenaires, l'UIC, l'UIMM, le CNPA et le CIPEV. En 2011, l'INRS a fait faire une enquête par un institut de sondage auprès de 600 très petites entreprises, la taille était inférieure à 20 salariés. Et c'était avant le lancement de Cereach, et les résultats étaient, je ne vais pas dire surprenants, mais édifiants. À la question « Utilisez-vous des produits chimiques dans votre entreprise ?», 64% des entreprises interviewées ont répondu non. Mais quand on a posé l'autre question « Utilisez-vous est-ce que vos salariés sont exposés à des carburants, des cols, des détergents, etc. ?» La réponse était à 90% oui. Donc c'est des résultats qui nous ont qu'on a utilisés pour argumenter, pour lancer Cereach. Un produit qui est destiné à la fois aux grandes entreprises, à la fois aux producteurs, mais surtout aux petites entreprises. C'est l'occasion, au travers de cette évaluation un petit peu formalisée, notamment au travers du niveau 1 qu'on vous présentera tout à l'heure, de permettre aux petites entreprises d'appréhender de manière un peu plus pertinente le risque chimique, et notamment au travers de cette évaluation de pouvoir renseigner leurs documents uniques afin d'élaborer un plan d'action intéressant pour la préservation de la santé et de la sécurité des salariés. Une cartographie de la réglementation, elle s'appuie sur trois piliers, hein, la mise sur le marché des produits chimiques, avec son corpus réglementaire défini maintenant par le règlement européen REACH, et puis sa transcription dans le Code du travail. Alors REACH, hein, je rappelle, c'est pour l'enregistrement, l'évaluation, les dispositifs d'autorisation et de restriction pour les produits chimiques. Ça concerne les entreprises qui mettent sur le marché donc les produits. Ensuite, le deuxième pilier concerne l'information sur les risques, avec l'information pour les utilisateurs, avec de nouveau le règlement REACH au travers de la fiche de données de sécurité, mais aussi le règlement CLP, hein, qui concerne lui la classification et l'étiquetage des produits chimiques. Et puis le troisième pilier, non des moindres, qui nous intéresse plus particulièrement ce matin, c'est la protection des travailleurs, avec une directive de 89 transcrite en droit français par une loi en 91, qui a introduit les principes généraux de prévention. Et de ces principes généraux de prévention, eh bien, découlent deux réglementations phares dans notre Code du travail, celle qui concerne les agents chimiques dangereux, les ACD, hein, donc par une directive et une transcription dans le Code du travail. Et puis, à côté de ça, voilà, un décret et puis des articles, et puis à côté de ça, donc une réglementation différente qui concerne les produits classés CMR, cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques, avec là aussi une directive et là aussi un décret et des articles inscrits dans le Code du travail. Le tout complété par une dernière directive concernant le respect des valeurs limites d'exposition professionnelle et des dispositions relatives à leur contrôle. Voilà. Donc on va s'attacher avec REACH plus particulièrement au troisième pilier qui concerne la protection des travailleurs. Alors, cette réglementation protection des travailleurs concerne toutes les entreprises dont les salariés sont exposés ou susceptibles d'être exposés, donc soit un ACD, soit un CMR. Alors les ACD, ce sont les substances ou les mélanges classés au titre de la réglementation européenne, mais ce sont aussi toutes les substances soumises à une valeur limite d'exposition professionnelle réglementaire, qu'elle soit contraignante ou indicative. Et puis troisième possibilité, c'est toutes les substances qui ne sont pas dans les deux premières, mais qui peuvent présenter un danger physico-chimique pour la santé des travailleurs. Par exemple, des déchets, les cosmétiques, les aliments pour animaux, les fumées, la silice par exemple.
Et puis les CMR, eux, pareil, on les détermine de deux façons. Soit c'est des substances ou des mélanges classés au titre de la réglementation européenne, hein, donc maintenant en catégorie 1A ou 1B selon le règlement CLP. Ou alors ce sont des substances, des mélanges ou des procédés qui figurent sur un vieil arrêté de 93, un arrêté modifié X fois, et qui concerne principalement aujourd'hui le formaldéhyde, les poussières de bois et les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Alors là, on a vu un peu le quoi, qu'est-ce qui était concerné. Maintenant, le comment, pour qualifier une exposition. Eh bien, le comment, c'est les voies de pénétration dans l'organisme, hein, puisqu'il y aura exposition dès que les produits chimiques concernés peuvent pénétrer dans l'organisme. Alors, soit par inhalation, par ingestion, par contact cutané ou par pénétration oculaire. Bien évidemment, l'outil CERICH prendra en compte ces 4 voies de pénétration. Très rapidement, quelles sont les principales obligations de l'employeur ? Eh bien, elles découlent des principes généraux de prévention, avec en premier lieu, bien évidemment, l'évaluation des risques. C'est une obligation que de réaliser cette évaluation des risques. Alors, ce n'est pas propre aux risques chimiques, hein, ça concerne bien sûr tous les risques de l'entreprise, mais en particulier le risque chimique aujourd'hui. Et puis, il s'agit de substituer, là pour le risque chimique, substituer les agents chimiques dangereux par des agents chimiques moins dangereux lorsque cela est possible, dès que cela est possible. Donc il faut bien évidemment se tenir au courant des substitutions qui voient le jour régulièrement. Il s'agit aussi de réduire l'exposition au niveau le plus bas possible par la mise en place de mesures techniques ou organisationnelles. Donc ces principes généraux de prévention, traduits là pour le risque chimique, eh bien, sont bien sûr priorisés par ordre d'importance décroissante, hein, et par ordre de priorité. En parlant de priorité, on doit bien sûr mettre en place des mesures de protection collective bien avant les mesures de protection individuelle. Voilà, hein, la protection collective est toujours beaucoup plus efficace que la protection individuelle. Il s'agit également de donner de l'information et de former les travailleurs aux risques chimiques pour qu'ils en aient conscience et appliquent et respectent les consignes de sécurité qui leur seront données. Il s'agit également d'assurer le suivi de leur exposition et de mettre en place une surveillance médicale, souvent au titre de la surveillance médicale renforcée. Et puis également de réaliser un certain nombre de contrôles réguliers sur l'exposition par des mesures, par exemple, de concentration atmosphérique sur les postes de travail. Et puis de mettre en place des mesures de prévention et de protection dès qu'il y a un dépassement d'une valeur limite d'exposition professionnelle contraignante. Mais bien évidemment, c'est l'employeur qui reste pleinement responsable de l'évaluation du risque et de sa bonne gestion dans son entreprise. L'outil CERICH sera un outil d'aide à cette évaluation, mais il ne va pas dégager bien évidemment l'employeur de ses responsabilités. Alors rapidement, quel est le contexte de la création de cet outil ? Comme vous avez pu le voir, comme vous avez déjà pu le constater dans vos entreprises, c'est un risque complexe à appréhender et à maîtriser pour de nombreuses entreprises. Hein. Quasi toutes les entreprises sont exposées, si je puis dire, au risque chimique et bien souvent, peu d'entre elles l'inscrivent comme risque potentiel ou réel dans leur document unique d'évaluation des risques. Hein. C'est ce qu'on constate sur le terrain. Du fait de cette complexité, eh bien, le gouvernement a inscrit la maîtrise ou la gestion du risque chimique dans les différents plans santé au travail, en particulier le plan précédent en 2010-2014, le PST2, afin de relancer cette démarche d'évaluation des risques et de développer des plans pluriannuels de prévention. Et puis c'est de nouveau inscrit dans le plan santé au travail numéro 3 qui vient de débuter, qui concerne la période 2015-2020, pour aider les démarches
d'évaluation, notamment dans les PME et TPE. Et cet outil, CERICH, est particulièrement bien adapté pour ce type d'entreprise. Il faut souligner également l'implication des branches professionnelles dès les années 2008, avec une convention qui avait déjà été signée entre la Direction générale du travail, le ministère du Travail, la CNAM-TS, l'INRS, l'UIC, l'UIMM, la FIPEC et la CIPEV, qu'on a déjà cité tout à l'heure, en vue d'améliorer l'identification des risques et la traçabilité des expositions. Et puis un peu plus près de nous, en 2011, donc suite au PST2, eh bien, un avenant a été signé pour élaborer donc une méthode d'évaluation des risques visant à faciliter cette démarche d'évaluation et la promotion de la substitution des agents CMR en particulier. Ceci faisait suite à différentes méthodes d'évaluation qui existaient sur le marché, dont certaines déjà mises au point par l'INRS, notamment l'AND 2233. Et puis la CNAM-TS aussi, qui avait édicté une recommandation, la R409, qui traitait de ce sujet. Le logiciel CERICH, pour terminer, n'est pas à lui seul suffisant pour satisfaire aux obligations de l'employeur. Il ne fait pas office de document unique, mais les résultats qu'il donne pourront s'inscrire dans ce document unique pour la partie risque chimique. Et je dirais que c'est un outil qui est validé par les principaux acteurs institutionnels et puis un certain nombre d'organisations professionnelles partenaires. Donc c'est fondé sur une méthode simplifiée par poste de travail ou groupe d'exposition homogène, au même titre que les méthodes précédentes de l'INRS, sur la base d'une collecte d'informations disponibles, d'abord dans l'entreprise, puis au-delà si on ne peut pas tout trouver dans l'entreprise. Et c'est une méthode qui est ajustée selon la maîtrise technique de l'utilisateur avec différents niveaux d'utilisateurs. Vous verrez niveau 1, 2 ou 3. Selon qu'on débute ou qu'on est expert sur le risque chimique. C'est une méthodologie d'évaluation donc reconnue, puisqu'elle s'appuie sur différents outils INRS successifs. Et puis, elle a été aménagée pour prendre en compte, sous certaines conditions, l'utilisation des équipements de protection individuelle. Voilà, donc une méthode complète. Et pour terminer, ce logiciel, c'est un outil à destination des entreprises et des préventeurs pour évaluer les risques, c'est bien le but, les risques chimiques des produits manipulés dans l'entreprise, pour informer sur les obligations réglementaires les employeurs, et puis pour les aider à établir un plan d'action pour la réduction des risques, parce que c'est bien sûr l'objectif final. Donc à l'origine du projet, avant le projet en lui-même, au début des années 2000, on avait, pour évaluer le risque chimique, la note documentaire, la ND 2233, publiée par l'INRS, qui permettait de faire donc une évaluation du risque chimique. Elle découlait de la loi de 91, mais ça a été le début d'une évaluation du risque un peu plus systématique dans les entreprises. De cette note documentaire et à cette même période, il y a différents organismes qui ont développé aussi des méthodes d'évaluation du risque avec des outils souvent informatisés. On avait développé au niveau de la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté l'outil Opera qui a été très utilisé jusque l'an passé. Tous ces outils ne donnaient pas forcément les mêmes résultats. Ça a été aussi étudié par l'INRS pour justement avoir un projet de faire une méthode qui permettait d'être plus homogène. Et puis donc est née cette idée de faire un outil qui allait être baptisé donc CERICH pour évaluer le risque chimique au travail. Et donc c'était un projet qui était développé en partenariat donc avec le ministère du Travail, la Direction générale du travail, la CNAM, les CARSAT et aussi les partenaires que sont l'UIC, l'UIMM, le CNPA et le CIPEV.
Donc il a dû falloir 4 ans de développement pour aboutir à ce projet. Donc il a commencé en 2011 où on a pu définir le cahier des charges. Durant 4 années, la méthode a été développée. Début 2015, elle a été mise à disposition des bêta-testeurs et pour un lancement au 1er juin 2015. Donc le 15 septembre 2015, il y a eu le lancement national et depuis cette date-là, les CARSAT procèdent au lancement régional de l'outil C-REACH pour justement le démultiplier en région et qu'il soit le mieux utilisé possible. Alors cet outil a différents objectifs. Déjà, c'était de développer un outil qui soit institutionnel. Institutionnel au niveau donc, de l'INRS, de l'ACNAM, du ministère du Travail, des organisations professionnelles. Donc c'est un outil qui devait être développé par tous ses partenaires et en consensus. L'objectif était donc d'évaluer le risque chimique, d'informer sur le risque chimique et les moyens de prévention, de tracer les risques et les expositions professionnelles dans l'entreprise. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième objectif, c'est que la méthodologie et les fonctionnalités soient validées donc par tous les partenaires, par un groupe d'experts. Donc au niveau de l'INRS qui a piloté le projet, des CARSAT qui ont testé aussi le produit, donc les directs, et puis donc les organisations professionnelles que sont l'UIC, l'UIMM, le CNPA et le CIPEF, donc vous avez ici les logos. Donc l'objectif aussi, c'est que ce soit un outil qui soit gratuit et facilement accessible. Donc c'est pour ça que cet outil est donc disponible sur le site sur Internet, sur un site dédié et donc facilement accessible par tous les internautes. Et on a voulu aussi comme objectif que ce soit un outil qui soit utilisable par le plus grand nombre d'utilisateurs. C'est pour ça que c'est un outil qui est modulable, c'est-à-dire qu'il est à la fois utilisable par ce qu'on appelle les néophytes, les utilisateurs qui n'auraient pas une grande connaissance au niveau chimie, mais qui ont quand même besoin de faire une évaluation du risque chimique. Donc elles ont un niveau 1, niveau N1 qui leur est dédié. C'est à peu près le même niveau d'expertise que l'on demandait aux utilisateurs d'Opéra, c'est-à-dire une évaluation de base du risque chimique. Ensuite, on a développé 2 niveaux d'expertise qui sont les niveaux N2 et N3, qui sont des niveaux initiés et experts qui permettent de faire une évaluation du risque avec un peu plus de critères, on le verra tout à l'heure, au niveau de la prise en compte des produits chimiques. Donc l'objectif, c'était de faire de C-REACH l'outil de référence en France pour l'évaluation du risque chimique. Alors maintenant, nous allons voir la méthodologie d'évaluation. Alors, pour faire une évaluation du risque chimique, on commence toujours par faire l'inventaire des produits chimiques. Donc tout produit confondu. Une fois qu'on a fait cet inventaire, je ne dis pas que c'est une étape facile, mais c'est une étape incontournable et c'est vraiment la première étape à faire. Ensuite, se passe l'étape de hiérarchisation des risques potentiels, c'est-à-dire on va pouvoir commencer à réfléchir sur les actions à mener. Pour certains produits, on connaît déjà les actions à mener, c'est-à-dire que pour les produits CMR, on sait déjà qu'il y a des actions qui sont demandées par les principes généraux de prévention, que sont déjà la substitution et la suppression du risque CMR. Donc ça, c'est un premier point. Mais par contre, pour grand nombre de produits chimiques, on va devoir hiérarchiser, les classer par ordre de priorité pour hiérarchiser les risques et engager des actions. On va se focaliser bien sûr sur les risques les plus dangereux pour commencer des plans d'action. Donc c'est un système qui est itératif. On ne s'arrête pas à faire une évaluation du risque. L'objectif, c'est de réduire les risques. C'est vraiment de pouvoir, à chaque fois qu'on a détecté un risque, pouvoir le réduire, le faire baisser. Alors, l'inventaire des produits chimiques. Donc, j'ai dit que c'était l'étape incontournable. Donc, pour faire cette étape, on a besoin de différents types d'informations. Donc, en préalable, on prend le nom du produit. Ça, c'est ce qu'on va trouver et ce qui va permettre de repérer les produits utilisés.
Ensuite, on va devoir récupérer les mentions de danger des produits, donc c'est les phrases H qui se trouvent sur les étiquettes, qui se trouvent aussi sur les fiches de données de sécurité. Et on va devoir avoir les quantités annuelles consommées dans l'entreprise par type de produit. Donc ça, c'est l'étape incontournable de recueil d'informations pour les 3 premiers niveaux. Pour le niveau N1, on va s'arrêter là parce que c'est suffisant pour faire une évaluation du risque. Pour les niveaux N2 et N3, comme on va faire une évaluation un peu plus poussée, on va avoir besoin de renseignements tels que les propriétés physico-chimiques, les compositions du produit, les consommations par zone de travail, qui va permettre de faire une analyse plus fine au poste de travail et qui va permettre de faire une analyse plus fine au niveau des risques inhalation cutanée. On va le voir par la suite. Donc l'inventaire des produits chimiques, c'est bien sûr les produits qu'on a utilisés, qu'on a achetés via son système d'achat, mais c'est aussi tous les produits qui sont émis, qui sont générés au cours du procédé. Et ça, souvent, on n'y pense pas toujours. Donc les produits émis, ça peut être les poussières de bois, ça peut être la silice, ça peut être des HAP qui sont dégagés par le procédé, ça peut être aussi des intermédiaires de synthèse qui ne sont pas forcément étiquetés, où on n'a pas forcément toutes les informations toxicologiques pour faire une bonne évaluation du risque chimique. Ceci dit, à partir du moment où il y a des produits qui existent dans l'entreprise, il faut à un moment donné faire cette évaluation. Alors, le risque, il va être déterminé en fonction de la dangerosité du produit et des quantités de produits utilisés. Donc, pour faire ce travail, on a séparé les mentions de danger en bandes, donc c'est le hazard banding. On les a séparées en 5 classes. Ensuite, on va repérer aussi les quantités utilisées par tranche de produits utilisés. Et on va avoir, grâce à un algorithme, la caractérisation du risque potentiel sur 3 niveaux de priorité, donc modéré, fort ou très fort, qui va permettre de continuer à faire l'évaluation du risque. Alors, la hiérarchisation des risques se décline sous les 3 aspects: santé, incendie, explosion et environnement. Donc à chaque fois, on aura pour ces 3 aspects la caractérisation du risque en moyen, fort ou très fort, avec un code couleur vert, orange, rouge. Alors l'évaluation du risque résiduel au niveau du niveau N1, c'est simplement un questionnaire sur les bonnes pratiques relatives à l'utilisation des produits chimiques utilisés. Donc ces questions vont porter sur la protection collective, le stockage des produits, l'hygiène au poste de travail, est-ce qu'on mange, est-ce qu'on fume sur les lieux de travail, donc ça c'est des questions basiques mais qui permettent de réduire le risque. Le traitement des déchets qui sont souvent aussi un peu mis de côté dans l'évaluation du risque. Et donc après avoir répondu à ce questionnaire, on va avoir une liste des points forts et des points faibles qui va être dégagée et qui va permettre de conduire à un plan d'action. Au niveau des niveaux, par rapport au niveau 2 et 3, on va pouvoir aller plus loin en faisant une évaluation du risque santé au niveau inhalation et au niveau cutané, et on va faire une évaluation du risque incendie-explosion pour compléter l'évaluation. Donc, pour ce qui est de l'évaluation du risque résiduel par inhalation, on va donc avoir besoin, alors outre des phrases de danger qu'on a déjà renseignées auparavant dans l'inventaire des produits, on va avoir besoin de l'état physique des produits. Donc, c'est les tensions de vapeur, c'est la température d'ébullition, c'est la granulométrie, par exemple, pour les poussières. Donc, on va renseigner aussi différents champs qui vont permettre d'étoffer les données d'information pour faire l'évaluation du risque. Ensuite, on va repérer les procédés utilisés. Donc, c'est aussi des icônes qui sont proposées par rapport au procédé REACH.
On va aussi repérer quels sont les moyens quel est le degré de protection collective qui est utilisé dans l'entreprise. Est-ce qu'il y a un captage au poste? Est-ce que c'est une ventilation collective ou est-ce qu'il n'y a pas de ventilation? Donc ça, c'est est-ce qu'il y a les différents captages vont être pris en compte pour justement faire cette évaluation. On va enfin repérer la durée d'exposition pour repérer les effets chroniques et les quantités journalières utilisées pour apprécier donc le risque dû à ces produits. Donc l'algorithme, pareil, va permettre de déterminer le risque d'inhalation à 3 niveaux. Est-ce que c'est modéré, élevé ou très élevé? Pour le risque cutané, donc c'est la même chose. On va prendre en compte les phases de danger. On va avoir aussi un questionnaire par rapport au scénario d'exposition, c'est-à-dire est-ce qu'on a des risques d'éclaboussure, est-ce qu'on a un risque de contact cutané avec les produits. On va pouvoir caractériser les surfaces de l'organisme qui sont potentiellement exposées. Est-ce que ce sont les mains? Est-ce que ce sont par rapport au lieu de travail? Est-ce que c'est sur la face, par exemple, qu'on peut avoir des éclaboussures? Donc voilà. Ensuite, on va estimer le temps de contact et les quantités utilisées pour chaque produit pour déterminer le risque résiduel cutané. Donc 3 niveaux, modéré, élevé, très élevé. Alors, pour ce qui est du niveau 2 et 3, on a la possibilité de pondérer ce risque résiduel par la prise en compte des équipements de protection individuelle. Donc c'est nouveau et donc avec des équipements de protection, enfin par exemple des gants qui seraient adaptés, on va pouvoir réduire le risque résiduel. Ensuite, on a aussi la possibilité, ça c'est pour le niveau 3, de faire appel à ce qu'on appelle un avis d'expert justifié, c'est-à-dire que c'est une personne qui a suffisamment de connaissances et qui peut intégrer dans l'évaluation du risque d'autres éléments qui seraient à disposition dans l'entreprise. Ça peut être un rapport de mesure d'atmosphère, ça peut être différents rapports qui permettent de statuer sur l'état de l'évaluation du risque dans l'entreprise. Donc si on a fait un rapport, si on a fait des prélèvements et qu'on constate que les quantités en présence sont faibles, donc on peut réduire le risque, on peut d'office dire le risque est faible parce que je l'ai mesuré. Donc ça, c'est simplement le niveau 3 qui permet de faire ce positionnement en risque résiduel plus faible que ce qui est calculé par l'algorithme de Serich. Donc dans tous les cas, on a le risque résiduel non pondéré qui est conservé et on a celui qui est pondéré par l'avis d'expert ou par le niveau 2 qui est conservé en mémoire dans Serich. Pour ce qui est du risque incendie, on a le même type d'information qui est nécessaire. Donc, par rapport à ce risque spécifique incendie, donc on a l'état physique de la substance qui doit être pris en compte, le type de procédé, les quantités utilisées, les protections collectives et bien sûr spécifiquement pour le risque incendie, on a les sources d'inflammation qui doivent être prises en compte et identifiées. Ensuite, on doit aussi prendre en compte les procédures de stockage et les mesures de sécurisation des installations qui sont très importantes pour réduire le risque. Voilà, donc on a aussi un niveau de risque en 3 niveaux qui est évalué. L'outil permet aussi donc d'élaborer des plans d'action. Donc on a différents outils qui sont mis à disposition. On a des informations sur la substitution, on a notamment des liens avec le site INRS, notamment par exemple sur les fiches d'évaluation, les fiches d'aide au repérage et les fiches de la substitution des produits cancérogènes. On a les informations par rapport aux valeurs limites d'exposition de différents produits chimiques qui sont déjà intégrés dans l'outil, donc qui va permettre de faire ressortir au niveau d'un plan d'action les mesures nécessaires
à l'aspect réglementaire pour l'entreprise. On a aussi un aspect maintenance des installations de ventilation, c'est-à-dire que c'est pas simplement parce qu'on a mis une ventilation à un moment donné qu'elle est pérenne et efficace dans la durée. Donc il y a une maintenance des installations qui est prévue réglementairement et qui doit être effective dans l'entreprise. Donc il y a des aspects de rappel dans l'outil qui permet justement que l'entreprise suive ses préconisations et que les installations soient toujours efficaces. On a aussi des outils d'aide à l'analyse des FDS, des visuels de sécurité, qui permet donc d'aller plus vite dans le repérage des produits, mais je pense qu'on va le revoir après au niveau des démonstrations. Donc, tout au long de la démarche d'évaluation, depuis l'inventaire jusqu'à la mise en place des plans d'action, les informations sont proposées à l'utilisateur, soit au niveau des actions de prévention, soit au niveau de la réglementation, soit au niveau des risques chimiques de manière générale. Donc on a des liens qui sont effectués à chaque fois sur le point ciblé sur la page correspondante du site de l'INRS, qui permet une navigation qui est facilitée à chaque fois. Alors, CERICH, ça se présente comment? C'est donc un site dédié qui s'appelle www.cerich.fr. Donc, sur le site, on va pouvoir trouver une présentation générale de CERICH. On a un quiz qui va permettre à l'utilisateur de déterminer son niveau d'expertise. Donc, est-ce qu'il est en niveau 1 ou en niveau 2 ou 3? On a des tutoriels qui sont là pour aider l'utilisateur à prendre en charge l'outil de manière autonome. Et bien sûr, on a un petit onglet qui s'appelle téléchargement, c'est-à-dire que c'est un outil qu'on va pouvoir télécharger sur son poste de travail et qui va permettre de travailler en autonomie sur son poste de travail. Alors, l'évaluation est bien sûr propre à l'entreprise, ça nous a été rappelé au niveau réglementaire, mais l'évaluation faite par CERICH est aussi propre à l'entreprise. C'est-à-dire que les données, elles sont cryptées et stockées uniquement sur l'ordinateur de l'utilisateur et à aucun moment l'INRS ou le site ne peut regarder les informations qui sont rentrées sur la méthode. Par contre, l'utilisateur a besoin régulièrement de se connecter à Internet pour que les référentiels soient régulièrement mis à jour. Donc ça, c'est important pour que, par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il y avait les valeurs limites qui étaient insérées donc, dans le logiciel, si à un moment donné, il y a un changement de valeur limite, elles vont être changées en dur dans le logiciel. Donc c'est pour ça qu'il va falloir se connecter régulièrement pour que, justement, ces changements qui sont intervenus de manière réglementaire, qui sont introduits dans le logiciel, soient aussi pris en compte dans votre évaluation du risque chimique. Donc, ensuite, on a différents outils qui ont été mis en place pour justement faciliter l'évaluation du risque. Ce sont les possibilités d'import et d'export de fichiers. Donc, on va pouvoir importer des listes de produits. Par exemple, si vous avez fait une évaluation du risque chimique avec d'autres outils tels que Clarisse, on a maintenant la possibilité de reprendre l'évaluation du risque qui a déjà été faite auparavant et de l'intégrer dans l'outil CERICH. Donc, c'est déjà un travail qui a déjà été fait et qu'on peut récupérer. C'est important. Donc on peut aussi avoir un inventaire qui a été fait par une entreprise à un endroit, et puis si on a la même entreprise dans un autre département qui a exactement les mêmes produits, elle peut récupérer les inventaires et refaire son évaluation en la complétant avec d'autres produits. Donc ça, c'est aussi important de pouvoir récupérer toutes les informations qui ont été faites. Ça peut être aussi dans une entreprise, un secteur qui fait une évaluation sur un atelier, enfin plusieurs ateliers font individuellement leurs évaluations du risque, et il y a une centralisation des fichiers à un autre endroit au niveau HSE ou à un niveau central.
Donc ça, c'est les imports qui facilitent quand même le travail au niveau de la récupération des données. Et bien sûr, il y a une hotline qui est mise en place par l'INRS au niveau téléphonique ou au niveau par mail, qui permet aussi d'aider les utilisateurs qui seraient un peu en difficulté. Donc l'outil C-REACH, c'est un outil qui est très complet au niveau de l'évaluation du risque. Il permet aussi d'autres fonctionnalités telles que la création, la rédaction de fiches de poste, un fichier qui est proposé. Au niveau de la recherche de produits, donc on a une base de données aussi qui est rentrée en dur dans le logiciel. Au niveau de la demande de FDS, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas des FDS qui sont à jour, soit elles sont trop anciennes, soit elles ne sont pas en français. Donc on a prévu un formulaire, un courrier pour adresser aux fournisseurs pour avoir les FDS qui correspondent à l'attendu dans les entreprises. On a donc une fonctionnalité de saisie automatique des données, donc soit avec la photo de l'étiquette d'un produit chimique, soit avec la saisie automatique des données qui sont fournies dans les FDS. Donc on pourra en discuter aussi tout à l'heure. On peut aussi, donc on fait une évaluation du risque chimique avec les produits utilisés, ça c'est la première des choses. Ensuite, on peut aussi faire une simulation des risques avec un produit que l'on voudrait tester ou introduire dans l'entreprise. Donc ça permet de voir si on n'introduit pas un risque supplémentaire, si on a effectivement réduit le risque qu'on voulait éliminer. Donc ça c'est aussi un point qui est intéressant. Et enfin, on met à disposition des informations ciblées par type de risque dans l'entreprise. Donc juste un petit point d'alerte, c'est-à-dire que C-REACH, c'est un outil qui va permettre de faciliter l'évaluation des risques chimiques. La qualité de l'évaluation du risque chimique dépend bien sûr des informations qui sont rentrées, c'est-à-dire qu'il faut rentrer les informations les plus pertinentes possibles pour avoir une bonne évaluation du risque. Et enfin, cet outil ne traite que de l'évaluation du risque chimique et bien sûr, tous les autres risques doivent être évalués par ailleurs. Le site web, donc c'est c-reach.fr et vous pouvez avoir des informations dedans sur la démarche un petit peu. Vous avez aussi un quiz, donc ça c'est important de bien déterminer son niveau d'utilisateur. Il vaut mieux commencer par le niveau 1 quand on débute dans la démarche. De toute façon, on peut progresser, on peut faire une évaluation de niveau 1 la première année et puis passer par exemple après au niveau 2, voire au niveau 3 si on a les compétences. Donc le quiz, c'est des questions tout simplement auxquelles il faut répondre. Et à l'issue du questionnaire, on va avoir une proposition de niveau qui va nous être faite. Alors il y a des questions assez simples. Qu'est-ce que c'est qu'une FDS? Qu'est-ce qu'on peut trouver comme information et où on peut trouver les informations sur la classification? Qu'est-ce que ça veut dire CMR? Etc. Donc on valide ensuite le formulaire. Et puis on va avoir un conseil. Donc là, j'ai rempli à peu près, j'ai fait des erreurs, donc on va avoir le niveau 1 qui va être recommandé. À l'issue de ce questionnaire, on peut télécharger le logiciel. Il y a aussi des tutoriels sur ce site web. Alors ça, c'est important. Il n'y a pas spécifiquement de formation à l'utilisation de C-REACH. Il existe des formations, je pense que Mme Goliro vous en reparlera, ou des ateliers, on va dire, à l'évaluation des risques chimiques avec C-REACH, mais on va dire le pouce-bouton, l'utilisation technique de C-REACH. Vous pouvez avoir toutes ces informations-là sur ces tutoriels. Alors c'est par niveau 1, niveau 2, niveau 3, puisque les fonctionnalités ne sont pas exactement les mêmes. Et vous avez des vidéos avec une voix synthétique, je préviens, parce que ça fait un petit peu bizarre, mais c'est quand même très compréhensible. Pour chaque fonctionnalité, vous pouvez cliquer ici sur les fonctionnalités, comment j'ajoute un produit, comment la reconnaissance d'étiquette ça fonctionne, ou la reconnaissance de FDS, mes questionnaires d'évaluation, comment j'y réponds, etc. Je vais vous montrer par exemple le premier, comment télécharger, installer et configurer C-REACH. Télécharger, installer et configurer C-REACH. Vous pouvez télécharger l'application à partir du portail C-REACH. Cliquez sur le bouton télécharger. Bon, vous voyez un peu le principe.
Mais en tout cas, sachez que pour vraiment toutes les fonctionnalités, le mode opératoire est expliqué. Donc, avant de se lancer dans Serich, ou si vous avez des difficultés, allez voir ces tutoriels. Il y a aussi un module très intéressant qui est un module d'aide au repérage. Stéphane Vaxelaire vous l'a dit tout à l'heure, il peut y avoir dans les entreprises une mauvaise perception du risque chimique. Qu'est-ce qu'un produit chimique? Il y a par exemple des émissions qui sortent des procédés. Quand on pense au soudage, ce n'est pas un produit chimique, pourtant il y a des agents chimiques dangereux qui peuvent être émis lors de ces procédés. Donc ça peut être important, avant même de commencer la démarche, d'avoir une idée de ce qui est classiquement retrouvé dans le secteur professionnel dans lequel on travaille. Alors l'INRS et les CARSAT ont valorisé des centaines de milliers de prélèvements qui sont faits au niveau atmosphérique et on a traité cette base de données qui s'appelle Colchic et Scola pour donner de l'information sur les agents chimiques et les produits classiquement rencontrés dans certains secteurs industriels. Alors, si je prends par exemple, donc il faut soit taper le NAF dedans, soit taper un mot-clé, on a mis pas mal d'informations, ou même les produits que vous fabriquez. Donc peut-être un secteur qui vous intéresse ici, j'ai vu qu'il y avait l'école de l'horlogerie en face de la CCI. Si je tape horlogerie, donc on va me proposer voilà, le secteur. Donc il peut y avoir tout ce qui est réparation en bijouterie, mais production aussi. Donc si je prends le secteur vraiment de la fabrication, on va avoir en cliquant dessus donc les produits classiquement retrouvés qui vont poser problème dans cette industrie-là. Donc peinture et vernis au solvant et poussière de métaux. Quand on clique sur l'onglet d'après, agents chimiques, on va avoir les substances que l'on retrouve classiquement dans les atmosphères de travail, dans l'horlogerie. Donc là, ça ne vous étonnera pas, acétone, toluène, et puis des poussières et des poussières métalliques. Et vous retrouvez ici des fiches d'aide au repérage. Alors ça, ce sont des outils très intéressants. C'est les CARSAT qui ont capitalisé des visites en entreprise et qui ont fait un focus sur les agents CMR que l'on retrouve dans certains secteurs ou sur certains procédés. Donc là, par exemple, on vous propose évidemment l'usinage des métaux. Et quand vous cliquez dessus, vous pouvez accéder à cette fiche phare où sont listés les produits classiquement retrouvés CMR, enfin potentiellement CMR, dans cette activité-là. Donc je vous conseille, avant de partir dans votre évaluation, d'utiliser ce module d'aide au repérage pour déjà avoir quelques informations. Et puis enfin, le téléchargement. Vous cliquez et vous téléchargez un exécutable, un .exe que vous allez pouvoir installer en local, pas sur un réseau, en local. Sur votre PC, vous pourrez installer Serich. Alors, il ne fonctionne que sur Windows. Et puis, il y a un certain nombre de configurations minimales, classiques. Vous pouvez lire pour faire tourner le logiciel. Si vous avez des versions, on va dire, trop anciennes de Windows ou un petit processeur, évidemment, ça ramera un petit peu. Voilà pour le site web. Et je vais passer donc maintenant au niveau 1. Alors, Serich, une fois qu'on l'a installé, ça crée directement un petit icône dans la barre des outils et on ouvre Serich comme cela. Serich, ça crée des fichiers. Des fichiers, c'est un petit peu comme Word, on va dire. Vous téléchargez l'outil et derrière, vous allez avoir des fichiers. Alors, ce n'est pas des .doc ou des .xml, mais ça va être des .ser pour Serich. Donc en fait, le niveau d'utilisateur, il va être dépendant de votre fichier. C'est-à-dire que vous ne téléchargez pas un Serich de niveau 1 ou un Serich de niveau 2 ou un Serich de niveau 3. Il n'y a qu'un seul Serich. Ce sont les fichiers que vous allez créer qui vont avoir un certain niveau. Donc ça peut être intéressant parce que, si vous êtes une entreprise, vous allez avoir peut-être qu'un seul fichier. Mais si vous avez un groupe, si vous avez des sous-traitants ou si vous êtes un service de santé au travail, vous pourrez peut-être avoir des adhérents qui ont des niveaux différents et vous pourrez comme ça créer des fichiers de différents niveaux. Donc Serich, pour ouvrir les fichiers, c'est ce petit onglet là-haut. Et ça, c'est typiquement, vous allez atterrir ici à la première utilisation. Vous aurez la possibilité soit de créer un nouvel inventaire. Un nouvel inventaire, ça veut dire un fichier .ser, soit ouvrir un inventaire existant. Donc je vais vous montrer moi un inventaire qui a déjà été réalisé de niveau 1 qui représente un cas réel d'un garage. Alors,
CERICH, quand on a fait l'évaluation, on tombe sur un tableau de synthèse, un tableau d'inventaire, où on va avoir des informations synthétiques sur l'évaluation des produits chimiques. Alors, les premières informations, c'est évidemment le nombre de produits étiquetés qu'on a dans l'entreprise, le nombre d'agents chimiques émis par les procédés, mais aussi des informations, des focus sur les CMR par exemple, ou les produits pour lesquels il n'y a pas de fiche de données de sécurité. Vous avez aussi sur la droite des informations réglementaires que CERICH vous propose. Ça reprend la législation sur les CMR, la surveillance médicale, le contrôle des VLEP, etc. Et vous avez en bas une synthèse des actions en cours, car CERICH, c'est un outil d'évaluation, mais surtout de prévention des risques chimiques. L'évaluation seule, un document unique seul, s'il n'y a pas un plan d'action qui se traduit concrètement par des actions de prévention réelles sur le terrain, ça n'a aucune utilité. Donc CERICH vous propose, vous aide à créer votre plan d'action pour mettre en place les mesures de prévention. Vous avez, quand vous ferez, Madame Goliro vous l'a présenté, hein, la démarche c'est d'abord de prioriser cet inventaire, donc vous pourrez avoir cette hiérarchisation basée sur ce qu'on appelle les risques potentiels, hein, quantité, danger, et vous aurez un tri pour les aspects santé, incendie, environnement. Alors vous pourrez effectuer des tris, hein, sortir des champs, ne prendre que les produits qui sont rouges, etc. Enfin, tout est cliquable, vous verrez quand vous utiliserez. Et puis ensuite, ce qu'on appelle les risques résiduels, c'est-à-dire l'évaluation des risques véritables, hein, finales. Là, qui est présenté au niveau 1, ça va être la grosse différence par rapport au niveau 2 et 3, sous forme de points forts, points faibles, hein, et on verra, on a une approche par questionnaire pour le réaliser. Alors, comment on fait son inventaire? Donc, vous avez le deuxième bouton, hein, qui est la base données produits, et là, vous allez devoir la compléter. Donc, il y a deux possibilités, hein, les produits étiquetés et les agents chimiques émis par les procédés. Si je commence par ces agents chimiques émis par les procédés, vous cliquez en bas, et vous avez le choix entre des procédés classiquement utilisés dans l'industrie. C'est l'INRS et ses partenaires, hein, les fédérations professionnelles et les CARSAT qui ont créé ces procédés. Il y en a à peu près une centaine. Il est possible qu'il y en ait qui manquent. Hein. Si vous êtes dans des secteurs très particuliers, on n'a peut-être pas pensé. S'il en manque, n'hésitez pas à contacter l'INRS pour nous en proposer de nouveaux. En tout cas, c'est classé par grande famille. Alors vous pouvez soit ici dans le champ taper directement un mot-clé pour le retrouver, sinon il y a des grandes familles. Alors tout ce qui va être la métallurgie, le traitement des plastiques, le travail sur le bois, le travail sur véhicules, le BTP, etc. etc. Si on prend par exemple le cas des fumées de soudage dont je parlais tout à l'heure, ici on va avoir tous les procédés de la métallurgie, hein, soudage, coupage, fonte, etc. Et donc soudage, vous allez avoir toutes les techniques de soudage qui sont utilisées. Donc ça, c'était vraiment l'intérêt, encore une fois, de travailler dans un partenariat avec les représentants des industries qui ont pu nous faire parvenir leurs demandes, hein, pour bien différencier les procédés, parce que ce n'est pas forcément les mêmes métaux qui sont utilisés, ce n'est pas forcément non plus les mêmes émissions qu'il peut y avoir sur les différentes techniques de soudage. Donc vous cliquez dessus, et là vous aurez donc déjà le risque potentiel pré-rempli, car là on n'a pas une approche danger-quantité, enfin quantité de fumée de soudage, ça n'a pas de sens. Donc avec nos partenaires, par consensus, on a directement classé ces procédés, ces émissions, le risque potentiel pour la santé, l'incendie et l'environnement. Donc voilà comment on insère un agent émis. Les produits étiquetés, là cette fois c'est une procédure un petit peu différente, donc il va falloir renseigner le nom. Donc je ne sais pas, je vais mettre un produit dégraissant horlogerie, pourquoi pas. Vous pouvez ensuite renseigner un certain nombre de champs, mais généralement les informations qui sont vraiment nécessaires pour l'évaluation sont encadrées en bleu dans CERICH. Donc il faut se concentrer, c'est quand même une démarche qui prend du temps. L'objectif c'est bien de faire l'évaluation des risques chimiques. Donc je vous conseille, moi, dans une première approche, d'aller directement à l'essentiel. Ensuite, il y a un certain nombre de champs, on va dire un petit peu accessoires, qui pourront vous servir, que vous pourrez peut-être compléter plus tard. Ici, vous pouvez glisser des photos, éventuellement de produits, les fiches de données de sécurité, ça c'est intéressant, vous pouvez faire l'archivage des fiches de données de sécurité. Je vais vous montrer, car ça va être utile, on verra, sur la saisie des dangers avec la reconnaissance automatique. Donc vous pouvez avoir des FDS, hein, en PDF, vous allez les chercher dans votre bureau.
Donc là, ça va être une FDS, un classique hein, en PDF. Donc vous voyez, je la prends, je la fais glisser dans Serich. Dans déposer la FDS, ça y est, elle est insérée dans Serich. Vous pourrez recliquer dedans pour l'ouvrir. Maintenant, elle est attachée au fichier Serich. Donc il y a marqué disponibilité d'une FDS, oui. Et vous pouvez ici mettre la date de mise à jour de la FDS. C'est important car il y a un timer hein, qui a été inséré dans Serich. Ce n'est pas réglementaire, mais on va dire que c'est des bonnes pratiques. Quand une FDS est à plus de 3 ans, on dit contactez votre fournisseur. Il y a peut-être des informations qui ont pu changer, la réglementation évolue. Vérifiez que les informations sont toujours à jour. La partie danger, alors le classique, hein, on vient saisir en lisant la FDS, une étiquette, les mentions de danger et les conseils de prudence, donc ça fonctionne. On peut taper H206, on va trouver toutes les informations. On peut directement taper un mot, comme par exemple cancer. Voilà, donc ça, c'est un classique. Il y a des petits compléments pour certaines phrases. Hein. On peut compléter peut provoquer le cancer du foie. Hein. Il y a certaines petites modifications comme ça. Bon, ça, c'est la version classique. Donc, la version moderne avec Serich, c'est soit de partir de l'étiquette. Je prends en photo une étiquette, par exemple avec mon smartphone, et ensuite, je viens la mettre dans le logiciel, ou encore mieux, vous avez la fiche de données de sécurité, qui est quand même l'élément de sécurité plus important que l'étiquette. Et vous allez faire une analyse de FDS automatique. Donc, j'appuie sur ce bouton-là. Ça vous lit la FDS. Vous indiquez ensuite la page dans laquelle se trouve la classification. Alors là, c'est en deuxième page, vous voyez. Hein, il y a les mentions H et les conseils de prudence P. Vous voyez le nombre qu'il y a. Hein, il peut y avoir une centaine, 200 produits dans une entreprise. Quand vous avez à saisir à chaque fois 15-20 informations, ça peut faire beaucoup de temps. Donc l'idée, c'est de gagner du temps. Si vous appuyez sur « Analyser », ça va vous lire automatiquement les mentions de danger, les conseils de prudence. Vous avez quand même à vérifier que ça n'a pas fait d'erreur. Vous validez. Vous ajoutez. Et là, vous avez rentré les conseils de prudence et les mentions de danger. Donc ça fonctionne avec les FDS et avec les étiquettes. Donc je reprends mon produit. Vous avez donc les dangers et après il faut compléter les consommations. Alors nouveauté aussi par rapport à l'ancienne méthode, hein, c'est un indicateur, c'est les quantités annuelles utilisées, peu importe si c'est 13 kg ou 15 kg ou 17 kg, on est sur des grands ordres de grandeur. Donc on peut avoir une approche par conditionnement. C'est-à-dire, ben voilà, mon dégraissant, c'est quoi? C'est un bidon, c'est une citerne de dégraissant, ou alors c'est peut-être des bombes aérosols. Donc vous sélectionnez bombes aérosols et puis vous précisez à peu près combien vous en utilisez. Est-ce que c'est entre 1 et 10 par année, entre 10 et 100? Et avec ça, vous avez le logiciel vous fait une estimation de la quantité annuelle. Vous avez aussi des dates que vous pouvez compléter pour faire la traçabilité depuis quand le produit est arrivé dans l'entreprise et quand il a été éventuellement sorti. Vous avez derrière une fiche produit avec des informations de synthèse que vous pouvez exporter sur votre bureau en format Word. Hein. Qui peut être un document intéressant, synthétique, hein, plus qu'une FDS, alors limitée, mais qui peut être intéressant pour informer vos salariés des risques de l'utilisation de ces produits. Donc voilà comment on ajoute un produit chimique. Maintenant, donc une fois qu'on a fait l'inventaire et qu'on a fait tout l'inventaire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se lancer dans l'évaluation des bonnes pratiques, de la mise en œuvre des produits chimiques si on n'a pas réalisé l'ensemble de l'inventaire. Hein. Il faut faire vraiment par étapes. Quand vous avez terminé cet inventaire dans l'entreprise, vous allez évaluer les risques résiduels. Donc là, un questionnaire simple sur les bonnes pratiques en termes de prévention des risques chimiques. Donc il y a des questions sur, ben voilà, est-ce que vous avez supprimé les produits qui ne servent plus, hein, parce qu'une des mesures de prévention les plus intéressantes dans les entreprises, c'est déjà tous les produits qu'on a achetés en surplus, qui traînent depuis des années, dont on ne sait plus très bien ce qu'il y a dedans, de les supprimer, de les passer en déchets. Des questions sur le stockage, etc., etc. Donc vous complétez le questionnaire sur les bonnes pratiques. Ensuite, vous avez des questions spécifiques sur les produits qui apparaissent en rouge à l'issue de la hiérarchisation des risques potentiels. Sur ces produits-là, alors c'est une approche globale, on ne va pas demander pour chaque produit comment ils sont utilisés,
Mais on va vérifier, on va poser des questions voilà, sur ces produits qui sont très dangereux, avec des quantités non négligeables. Est-ce que vous utilisez ces produits dans des cuves ou des procédés fermés? Est-ce qu'il existe des systèmes de captage à la source, là où sont utilisés ces produits? Et est-ce qu'ils sont mis en œuvre manuellement? En fonction des questions, vous aurez des compléments à donner. Pareil pour les produits qui sont concernés pour l'incendie et l'environnement. À l'issue de ce questionnaire, vous avez donc un traitement sur point fort, point faible dans l'entreprise. Ça, c'est l'évaluation qui sort de ce REACH de niveau 1. Évidemment, en fonction surtout des points faibles, il va y avoir des actions de prévention qui vont être recommandées par ces REACH. Alors, ces REACH ne se substituent pas à l'évaluateur ou à l'entreprise, c'est-à-dire que c'est pas vous devez absolument faire ça, mais c'est une aide à la construction du plan d'action. Et ce plan d'action, il va se retrouver ici, un certain nombre d'actions qui vont être générées, et vous aurez à valider, à accepter ou éventuellement refuser les actions qui seront proposées par ces REACH. Donc là, par exemple, si je prends une première qui arrive, surveillance médicale liée à l'exposition des CMR, c'est une action qui vous est proposée parce que vous avez dû avoir des produits CMR qui apparaissent dans l'inventaire. Et donc, vous devez accepter et vous engager dans un délai de réalisation de cette action, de communication au médecin du travail, de ces informations sur ces produits. Évidemment, il y a un suivi des actions. Si jamais vous êtes en retard, vous êtes engagé et que vous n'avez pas réalisé ces actions à temps, vous aurez l'action passera dans un statut hors délai, par exemple. Vous pouvez bien évidemment créer vous-même vos propres actions, parce que c'est REACH, c'est qu'un outil informatique, donc il peut y avoir des actions de formation intéressantes, par exemple, à insérer. Vous pouvez le faire ici, créer de toutes pièces une action et vous donner un ordre de priorité pour traiter ces actions. Voilà. Ensuite, des informations, une fois que vous avez fait tout ça, de traçabilité, d'exploitation des données. Vous pouvez voir les produits qui n'ont pas de FDS, les produits CMR et l'ensemble de vos évaluations qui peut servir pour le document unique. Vous avez aussi ici des outils pour aller plus loin, des éditeurs d'étiquettes par exemple, qui vont permettre d'éditer des planches d'étiquettes si vous faites du reconditionnement. Ça, c'était une demande des fédérations professionnelles, parce que c'est un classique. J'achète en bidon ou en citerne, mais après on a besoin de le mettre en pipette. Le problème, c'est que des fois, le fournisseur ne fournit pas d'étiquette ou on a oublié de lui demander. Alors, le temps d'en récupérer, on peut, avec ces REACH, refaire des étiquettes, alors qui ne sont pas les étiquettes du fournisseur, mais qui sont des étiquettes où il y a toutes les informations réglementaires pour informer des risques. Et enfin, ici, vous avez la possibilité de faire des imports de données, des exports de données, c'est-à-dire que toutes vos informations, votre base produit que vous avez créée, vous pouvez l'exporter pour la donner à une entreprise ou à un autre site. Et pareil, vous pouvez aussi importer si vous avez déjà fait des évaluations. Par exemple, il y avait des outils comme Claris et Colibris, que je ne sais pas si vous les connaissez, mais qui étaient utilisés par les entreprises. Et vous pouvez les importer directement en passant par une macro de transformation. Vous pouvez les importer dans le logiciel CReach. Là, je vais vous montrer un inventaire de niveau 3. Le niveau 2 et 3 sont très similaires. La seule différence, c'est la possibilité pour un expert de niveau 3 de venir ajuster le risque, compléter l'évaluation à partir d'informations comme des mesures de contrôle de VLEP ou des informations du médecin du travail qui peuvent être éventuellement issues de la surveillance biomédicale, etc. Donc toujours pareil, des informations de synthèse, la hiérarchisation et les résultats des risques résiduels. Mais là, cette fois, on va être dans une approche beaucoup plus ergonomique, d'évaluation des risques au poste de travail en essayant d'évaluer les conditions réelles de travail. Donc la première étape cette fois-ci, ça n'est plus de partir bille en tête, faire son inventaire. Vous l'avez dit, il peut y avoir des grosses structures avec plusieurs bâtiments, plusieurs étages, plusieurs labos, plusieurs unités de production. Donc là, il va falloir dessiner son entreprise. Donc vous allez sur cet onglet avec la petite usine et à droite, vous allez pouvoir dessiner l'entreprise. Alors ça, c'est une proposition d'une entreprise qui a déjà été faite. C'est une entreprise de la plasturgie qui fait des polyesters stratifiés. Où là, par exemple, j'ai découpé, j'ai un établissement, un site de production,
différents postes de travail, comme le gelcotage, la stratification, la finition, le renfort, et un certain nombre de tâches qu'on effectue dans ces postes de travail, comme cirage, nettoyage, pulvérisation, etc. Donc, il faut dessiner ces zones. Comment on fait? On a un petit onglet « Plus » ici. On va insérer le nom de la zone, établissement Besançon, et on va venir indiquer le type de zone. 4 types de zones, hein, établissement, unité de travail, poste de travail, tâche. L'évaluation des risques se fait vraiment au niveau du poste de travail et de la tâche. Le poste de travail, c'est une notion géographique. Ce n'est pas quel est le poste de M. Martin, mais ça va être vraiment une zone dans laquelle va avoir lieu plusieurs activités, plusieurs tâches. Il y a des paramètres qui vont être liés au poste de travail, notamment la ventilation générale et certaines mesures de stockage ou de sécurisation incendie. Là, je peux définir par exemple un établissement. Et là, vous avez rajouté ici l'établissement et vous pouvez comme ça décrire l'ensemble de vos activités. Donc ça, c'est une étape importante de l'évaluation. Une fois que vous avez fait cette description de l'entreprise, vous allez faire votre inventaire. Alors là, voilà, plusieurs stratégies. Ça dépend, c'est à vous de vous organiser en fonction de la taille de votre entreprise. Est-ce que vous avez des relais? Est-ce que cet inventaire pourrait être fait par des chefs d'atelier éventuellement ou des responsables QHSE dédiés? Ça dépend vraiment de la taille de l'entreprise. Moi, ce que je vous conseille quand même, si vous avez beaucoup de produits chimiques, c'est de vous donner des priorités. Peut-être aller là où tout simplement ils sont le plus utilisés, ou alors vous savez qu'a priori il y a des produits les plus dangereux. Vous allez dans la base de données produits, et pareil, hein, comme pour le niveau 1, j'y reviendrai pas, vous pouvez avoir des produits étiquetés ou des agents émis par les procédés. Pour les produits étiquetés, pardon, là il y a quand même des informations un peu plus complexes à fournir. Vous avez notamment les propriétés physico-chimiques et des informations de composition, vous pouvez rentrer dedans. Alors, les propriétés physico-chimiques vont véritablement servir dans l'évaluation. Ce sont des données importantes pour notamment connaître la volatilité ou le potentiel explosif de vapeur inflammable. Donc, il faudra les renseigner en cliquant dessus. Et là, vous allez avoir l'état physique, toutes les possibilités. Et si vous avez des liquides, donc le point d'éclair et la tension de vapeur à préciser. Il y a des petites choses qui ont été ajoutées dans ces REACH. C'est vrai que ces données sont parfois manquantes dans les fiches de données de sécurité. Donc on a une approche par défaut. On vous demande est-ce que le produit, si vous n'avez pas ces informations-là, est plutôt un produit à base aqueuse ou un produit à base solvant. Et on va considérer que si on a des produits à base solvant, ils ont des potentiels points d'éclair plus élevés ou une volatilité supérieure. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Si on prend le cas de solvants chlorés comme le perchloroéthylène, il n'y a pas de point d'éclair, malgré que ça soit un solvant. Mais si on n'a pas d'informations, à défaut, il faut quand même essayer d'être le plus protecteur possible. Une fois que vous avez rempli ces propriétés physico-chimiques, vous pouvez compléter les dangers. Donc là, c'est la même chose que pour le niveau 1. Mais vous pouvez aussi donner des informations sur la composition. Alors attention, ces informations de composition ne sont pas essentielles à l'évaluation des risques. L'évaluation des risques dans ces risques se fait à partir des dangers, c'est-à-dire de la classification du produit, et non pas des substances. Par contre, ça peut avoir un intérêt de remplir ces informations de composition, notamment pour la surveillance des expositions, si vous avez des substances qui sont soumises à VLEP. Donc, pour ajouter une substance, comment ça marche, vous cliquez ici et vous pouvez sélectionner le numéro CAS. Alors, il n'y a pas l'ensemble des substances qui sont dedans. Dans REACH, il y a 140 000 substances qui sont enregistrées, donc ça fait beaucoup. Ce n'est pas la base de données de l'ECHA, vous ne pourrez pas savoir s'il y a une restriction, vous ne pouvez pas savoir si la classification est en cours d'évaluation, si elle est harmonisée, etc. On s'est concentré sur les produits qui sont, les substances pardon, qui sont soumises à VLEP. Peut-être que dans l'avenir, on essaiera de compléter cette base pour faire mieux. Donc là, par exemple, voilà, si vous tapez l'aldéhyde formique,
vous avez la VLEP qui vous est rappelée, la VLEP 8 termes et la VLEP court terme. Vous pouvez mettre les mentions de danger, la classification de cette substance. Franchement, c'est des informations qui sont accessoires, que vous aurez de toute façon dans la fiche de sécurité. Je pense que déjà mettre le nom de la substance et les gammes de concentration est suffisant. Vous complétez comme ça votre onglet composition. Et quand vous aurez terminé, ça vous permettra de déclencher les actions automatiques qui vous rappelleront que vous avez des produits et en fonction du niveau de risque, vous êtes soumis au contrôle de VLEP et vous allez devoir avoir une démarche à engager sur le contrôle éventuellement. Une fois que vous avez rempli ces informations-là, l'aspect consommation pour estimer les quantités annuelles, c'est un petit peu différent. Vous allez le faire en revenant sur l'écran des zones. Comment vous allez faire? Vous aurez à gauche la base de données produits, à droite les zones et les tâches dans votre entreprise et vous ferez tout simplement un glisser-déposer dans les zones correspondantes. Et on vous demandera à ce niveau-là combien vous en utilisez annuellement. Donc on va prendre le cas pour l'évaluation des risques d'une pulvérisation de gel coat. C'est une étape classique dans la stratification. Donc ici, j'avais rentré un gel coat. Alors on peut taper ici, on a un onglet de recherche parce que quand on a beaucoup de produits, c'est intéressant. Donc mon gel coat blanc, je vais le mettre dans pulvérisation. Ah, il y était déjà, du gel coat. Et donc là, on sait maintenant que pour cette tâche, ce produit est utilisé. On va pouvoir passer à l'étape d'évaluation des risques chimiques. Au poste de travail, on va dans l'onglet avec le point d'exclamation, on vient sélectionner le poste de travail, on vient sélectionner la tâche et le produit. Ici, il y a un rappel du risque potentiel et ici, le résultat du risque résiduel. Alors là, c'est un produit que j'avais déjà évalué, mais si vous ne l'avez pas évalué, il apparaîtra en bleu. Vous cliquez ici sur les onglets et vous aurez à compléter un certain nombre d'informations pour faire l'évaluation du risque. Alors il y a la température d'utilisation par exemple, les quantités journalières utilisées, l'état physique, si vous ne l'avez pas complété, vous pouvez le faire ici, et les informations qui sont spécifiques à la tâche et au poste de travail, d'où l'intérêt de bien dessiner son entreprise avant, parce que ces paramètres, on va dire informatiques, sont liés au poste de travail. Vous voyez, ventilation, quand vous cliquez là-dedans, vous avez l'ensemble des paramètres. Alors ventilation, Madame Goliro vous en a parlé tout à l'heure, mais une installation un captage ou une ventilation, c'est efficace, mais il faut encore la maintenir. Donc il y a une question qui est posée sur la vérification annuelle des ventilations. Et si jamais ça fait plus d'1 an que vous n'avez pas vérifié vos ventilations, il y aura une action qui vous rappellera que c'est un dispositif fortement conseillé, réglementaire même, de vérification annuelle. Et donc, vous aurez une dégradation de l'efficacité théorique de ce type de captage ou de ventilation. Vous avez des mesures de sécurisation, de stockage, c'est-à-dire est-ce que les produits, une fois qu'ils sont utilisés à la fin de la journée, est-ce que je laisse au poste de travail? Ce qui n'est évidemment pas une bonne solution. Plus on a des produits qui traînent, plus on a des risques de coactivité ou si on a un début de feu, de propagation d'incendie. Et des mesures de sécurisation, c'est-à-dire quand on est sur la problématique incendie-explosion, quand on a des procédés qu'on sait dangereux, avec des risques de départ de feu, il peut être intéressant de séparer par des murs coupe-feu ou par le dimensionnement ou la conception des postes de travail, de les isoler pour limiter au maximum la coactivité et la présence de salariés à proximité de ces procédés-là. L'inventaire aussi des sources d'inflammation. Pour la tâche, des informations plus techniques sur le type de procédé qui est utilisé. Donc là, plusieurs possibilités. Vous complétez, vous avez le choix entre 4 types de procédés. Ça, c'était l'approche classique. Est-ce que vous avez un procédé dispersif, comme de la pulvérisation, ou quand vous allez renverser un sac de pulvérulent dans une trémille? Est-ce que vous avez un procédé ouvert, un malaxeur tout simplement ouvert, où vous avez les produits qui potentiellement volatiles pourront être émis?
Est-ce que vous avez un procédé clos mais ouvert régulièrement, c'est-à-dire on a quelque chose qui est fermé mais il va y avoir les étapes de chargement, il va peut-être y avoir des étapes de contrôle où il va y avoir des expositions possibles, ou alors est-ce qu'on est véritablement dans un procédé clos, comme parfois dans l'industrie chimique avec un taux de confinement où on vérifie que rien ne sort. Vous avez aussi la possibilité donc d'utiliser le référentiel REACH, qui est le référentiel européen sur les utilisateurs en aval, donc sur les types de procédés. Et nous, on a effectué une correspondance entre ces 4 procédés classiques et tous les PROC. Donc là, c'est à vous de choisir. Il y a des entreprises qui sont passées à REACH et qui pourraient être intéressées pour cette approche-là. Le type de captage, donc est-ce que vous avez une Sorbonne, est-ce que vous avez une table aspirante, des fentes d'aspiration, est-ce que vous avez un outil avec un captage intégré, tout ça vous pourrez le renseigner ici. Des informations pour le cutané, le scénario d'exposition, est-ce qu'il y a des générations possibles d'éclaboussures, est-ce qu'on va imbiber le produit sur un chiffon par exemple, on va avoir un contact possible direct avec le produit. À ce moment-là, il ne faut pas tenir compte des EPI, c'est-à-dire certes, il peut peut-être y avoir une cote de protection ou des gants, mais quand on parle d'éclaboussure, c'est le process. Donc même si plus tard on évaluera les EPI, ne les prenez pas en compte là pour le scénario. Les surfaces exposées, et puis là, très important, les dates de début d'activité de cette tâche et les dates de fin. Ça, c'est ce qui va vous permettre, il y avait une question sur la traçabilité tout à l'heure, si vous voulez effectuer une traçabilité dans le temps, il va falloir tracer ces tâches. Une tâche, donc c'est bien une façon de faire avec un produit. Avec ça, même si vous n'effectuez plus, vous avez changé vos postes de travail ou le produit n'est plus utilisé, au lieu de le supprimer de ces REACH, vous venez dans la tâche, vous venez la clôturer et comme ça, vous aurez la possibilité de rechercher 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans plus tard, les évaluations à l'époque et les produits qui étaient utilisés, comment ils étaient utilisés. Donc voilà pour l'évaluation des risques résiduels. In fine, vous pourrez avoir ce résultat de l'évaluation. Alors, il y a un module sur les EPI qui est séparé de l'évaluation parce que les EPI, encore une fois, c'est une solution de dernier recours. Quand toutes les autres solutions de prévention ont échoué, il est quand même important de savoir ce qu'on a dans l'air ou les risques sans port des EPI. Les EPI ont vraiment des restrictions drastiques. Un EPI, donc c'est le dernier principe général de prévention. Et il faut informer les salariés, il y a des procédures de choix, c'est complexe. Donc il faut vraiment avoir bien connaissance de ces restrictions pour pouvoir les prendre en compte. Donc les masques, les gants, on vient choisir le type de protection individuelle. Là par exemple, il y a une cagoule avec un appareil filtrant à ventilation assistée, mais on a ici l'ensemble des appareils que l'on retrouve classiquement, qu'on peut retrouver dans les brochures de l'INRS. Là, par exemple, je ne vous l'ai pas montré, mais il y a beaucoup d'informations disponibles dans l'outil pour vous aider à aller plus loin. Quand vous cliquez là, normalement, vous arrivez sur la brochure, sur les appareils de protection respiratoire, qui vous explique justement toutes ces conditions restrictives et comment choisir et entretenir, stocker ces équipements de protection individuelle. Donc vous venez sélectionner, vous précisez aussi le type de cartouche, il peut y avoir différentes cartouches, filtres utilisés. Ce n'est pas un module qui aide au choix, qui va vous dire en fonction du risque, c'est ça que vous devez utiliser. Par contre, il y a quand même quelques vérifications de bon sens, mais qui sont importantes à faire. Par exemple, quand on a des substances volatiles, si vous nous dites que vous avez un filtre P utilisé sur on sait qu'il n'y a pas d'efficacité. Donc là, vous aurez une grosse croix rouge sur le logo, vous disant non, ça ne correspond pas du tout avec l'état physique. Le choix qui a été fait est erroné. Vous avez un petit questionnaire, parce qu'il ne suffit pas de dire j'ai un EPI, mais donc vérifier un certain nombre de choses, notamment que les atmosphères sont appauvries en oxygène, parce que malheureusement, les asphyxies, c'est quand même une source d'accidents mortels relativement fréquente, que ce n'est pas rare, parce qu'on pense qu'on est protégé avec un EPI, mais si on n'a pas un EPI complètement isolant qui vient apporter de l'air, il faut se poser ces bonnes questions. Donc, vous remplissez ce questionnaire et là, vous pouvez voir l'influence de l'EPI par rapport au risque. Là, typiquement, on avait une situation
qui était, on va dire, en rouge foncé d'un point de vue inhalation. Et avec l'équipement qui a été choisi, on reste dans le rouge, un peu moins, mais on n'a pas résolu le problème. Pourquoi? Parce que là, je n'ai pas mis de protection collective, par exemple, et on se rend compte que ces EPI ne sont pas efficaces sur ce poste-là s'il n'y a pas d'autres mesures en place. Pareil pour les gants, je ne vais pas vous montrer, mais c'est le même principe. Alors là, on ne va pas choisir les matériaux, mais on va venir dire si on a un matériau qui est adapté ou pas. Il y a dans la toolbox de Serich, dans la boîte à outils, ici, vous avez un outil qui s'appelle qui s'appelle Protecpo, qui a été développé à l'INRS pour aller plus loin, qui en fonction du mélange de solvants notamment, vous conseille un type de matériau de gants ou de tenue de protection. Toujours ici, le plan d'action. Ce plan d'action, il est disponible par établissement, par tâche. Vous pouvez filtrer, vous pouvez sortir ce plan en Excel. Ce que je ne vous ai pas montré, qui est peut-être intéressant, c'est que vous pouvez exporter ici la fiche de poste, la notice de poste. Ça, c'est un outil quand même qui est intéressant dans les entreprises pour l'information des salariés. Et l'avantage ici, c'est qu'on a un format Word, on a un format qui est modifiable parce que les notices de poste, on peut mettre certaines informations en sortie de Serich, mais il peut y avoir des procédures d'urgence ou des procédures de maîtrise de gestion du risque qui sont spécifiques à l'entreprise. Donc là, vous avez un rappel du produit, le nom du fournisseur du produit, le résultat de l'évaluation des risques résiduels, la classification, et vous pouvez ici inscrire un certain nombre, modifier ces notices de poste. Alors, ce n'est pas des notices de poste qui compilent tous les produits utilisés dans un même poste de travail, mais c'est une notice de poste pour chaque tâche et produit. La traçabilité, question qui vous intéresse. Là, on a la possibilité, une fois qu'on a fait ces évaluations, d'absolument tout retrouver et sortir en Excel, donc dans un format où on peut copier-coller pour le mettre dans un document unique. Vous me parlez de la pénibilité, on peut reprendre ces informations-là pour faire des fiches pénibilité éventuellement. Vous avez la possibilité donc de choisir les tâches ou les postes de travail qui vous intéressent. Donc c'est comme ça, si vous avez une personne, vous retracez son exposition, vous savez que M. Martin, il a travaillé en stratification et qu'il a effectué l'ensemble des tâches de stratification entre telle et telle période. Et donc là, vous allez avoir la possibilité de sortir les résultats de ces évaluations. Dans un format exploitable, type un peu document unique, tout ça, vous pouvez le copier-coller. Vous avez donc le résultat de l'évaluation de risque, les risques potentiels pour les postes de travail et puis les risques résiduels après mise en place des mesures de protection collective. Et vous avez le nom du produit et le fournisseur. Si vous avez besoin de plus d'informations sur les propriétés physico-chimiques, etc., ça peut être aussi quelque chose qui vous intéresse. Vous avez ici, dans les formats d'export à la fin, la possibilité de sortir absolument tous ces Serich dans un format Excel. Donc vous aurez là le point d'éclair, les pressions de vapeur, le type de procédé. Ça peut être des données intéressantes pour la traçabilité aussi. Export total. Ici, vous allez avoir donc un Excel qui va... Voilà. Ici, vous voyez, c'est beaucoup plus complet. Vous avez les produits, vous avez aussi l'export des substances qui étaient présentes dans les produits, les différentes zones, les tâches, les produits dans les zones. Enfin, là, vous avez absolument tout pour réutiliser. Je vais aller rapidement dans la toolbox, la boîte à outils ici. Donc, il y a l'éditeur d'étiquettes. Il y a des outils pour aller plus loin, notamment pour se construire une expertise pour les niveaux 3. Il y a des outils qui permettent donc de calculer le temps de claquage des appareils de protection respiratoire. Protecpo qui vous aide au choix des matériaux, des gants et des tenues de protection. Mixi qui est un outil pour évaluer les multi-expositions. Alors il n'y a pas d'évaluation directe des multi-expositions dans Serich, c'est quand même une problématique complexe, mais avec Mixi vous pourrez aller plus loin si jamais il y a beaucoup de produits de même nature qui sont présents dans les environnements de travail.
des outils comme IHKinperm et IHMod, qui sont vraiment des outils experts, hein, on est dans du niveau 3, qui vont permettre d'aller affiner les évaluations d'exposition cutanée et inhalation. Donc voilà, j'en ai fini pour ce niveau 2 et 3. Merci. Alors, merci beaucoup. Est-ce que ça marche? Voilà, merci beaucoup Nicolas pour cette présentation complète niveau 2 et 3. Tu restes avec nous parce qu'il y aura des questions tout à l'heure. Peut-être, Jean, avant tu as parlé, on a beaucoup parlé des démarches, on va dire en ligne et de ce qu'on appelle, on va dire la hotline. Tu peux juste préciser comment on fait pour poser des questions, pour les formuler? Est-ce que c'est facile? Comment on fait? Donc, c'est pas spécifique à CERICH, hein. Il y a une procédure d'assistance à l'INRS, ça fait partie de nos missions, hein, d'information, d'assistance aux entreprises. Vous pouvez contacter l'INRS. Alors, quand vous allez sur le site web, hein, vous avez un petit « Nous contacter » ici, que vous pouvez retrouver sur le site INRS. Hein. Quand vous êtes sur le site INRS, là, vous avez posé une question à l'INRS, c'est la même procédure. Donc, deux possibilités, hein. Vous nous contactez par téléphone. Et donc, ça passe par le standard l'INRS et ensuite, on trouve l'expert qui va bien en fonction de votre réponse. Ce que je vous conseille, c'est de passer plutôt par mail. Vous avez un formulaire en ligne où là, vous mettez l'ensemble de vos coordonnées parce que les experts ne sont pas forcément toujours disponibles. Et ça permet d'orienter au mieux, en fonction des personnes présentes chez nous et du sujet, vos interlocuteurs. Donc, vous remplissez ici vos coordonnées. Et donc, vous précisez votre demande, vous insérez, voilà, CERICH, j'ai un souci, je ne comprends pas des résultats ou je n'arrive pas à l'utiliser. Et donc, vous pourrez ici être aidé. Donc, 3 types d'aides. Hein. Sur CERICH, il peut y avoir des problèmes purement informatiques. J'ai un bug, j'arrive plus à enregistrer mes produits, je ne comprends pas, c'est très lent, ça ralentit. Il y a des problèmes qui peuvent arriver, hein, comme tout outil informatique. Donc là, on a passé un contrat avec notre prestataire pour dépanner les utilisateurs. Ça fonctionne bien actuellement. Il y a aussi des questions, on va dire, plus techniques, hein, pour les gens qui n'auraient pas bien compris les tutoriels en ligne, comment je fais pour ajouter un produit, enfin la mécanique de CERICH. Donc là, on a formé dans notre département assistance, veille documentaire, une quinzaine de personnes qui pourront vous aider. Et puis ensuite, il y a des questions très métiers, hein, sur la chimie, les process, la substitution, la classification, etc., l'interprétation des résultats. Et là, il y a une équipe d'ingénieurs chimistes, d'experts chimistes qui peuvent vous aider à interpréter ou trouver des solutions de prévention les plus adaptées possibles. Alors, pourquoi on n'a pas développé en réseau? Disons que les réseaux des entreprises, ils sont divers et variés, il y a différentes technologies et c'est un peu complexe de faire quelque chose qui pourrait fonctionner en multiposte. Enfin, ce serait une autre application techniquement difficile. Il existe quand même des solutions pour travailler à plusieurs, notamment dans la dernière version de CERICH qui a été mise à jour. Hein. Vous avez une possibilité de fusion, d'import, d'inventaire. Alors ça nécessite une certaine organisation d'entreprise, c'est-à-dire qu'il faut se partager les tâches. Mais vous l'avez dit, hein, vous avez peut-être des labos, une partie R&D, une partie production, une partie contrôle. Donc vous pouvez avoir des responsables qui font une partie de l'évaluation. Alors ça peut être une partie de la base produit ou même une partie de l'évaluation finale. Et vous avez dans CERICH une possibilité d'importer une partie ou en totalité ces inventaires. Je peux peut-être vous le montrer rapidement, hein, dans CERICH. Quand vous êtes ici dans l'import, vous pouvez importer un fichier .ser. Donc, c'est-à-dire une évaluation qui a été faite par une tierce personne. Donc, je vais chercher un autre fichier CERICH que j'ai réalisé. Lequel... Voilà. Et en fait, vous voyez ici, j'avais à gauche l'inventaire que j'avais réalisé donc dans l'entreprise de stratification, une partie avec mes établissements, les postes de travail et les tâches. Donc là, il y a les évaluations. Et dans mon fichier de droite, j'avais une autre entreprise que j'avais appelée Chimie & Co, où j'ai pu faire une partie des évaluations. Et ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez sélectionner un poste de travail ou un établissement et l'insérer dans le fichier à gauche
pour l'additionner. Et donc là, vous voyez ici que les évaluations ou les produits qui ont été faits apparaissent en bleu. Vous les validez, vous faites terminer et vous avez importé vos nouvelles zones, vos nouvelles évaluations, vos nouveaux postes de travail dans votre fichier, en quelque sorte, votre fichier mère. Donc ça n'est pas aussi bien que du multiposte, mais ça permet, si on s'organise et si on se partage le travail, de pouvoir travailler à plusieurs et de compiler l'information. Pour la traçabilité, directement dans le logiciel, vous avez au niveau de l'export, je vous l'ai montré, hein, quand vous sélectionnez les tâches et les postes de travail, vous avez la possibilité de sélectionner en haut le numéro 1, numéro CAS. Et ça vous permet de trier en fait sur tous les postes de travail et d'aller rechercher par exemple une substance qui poserait problème et savoir là où on retrouve cette substance dans les différents postes de travail. Donc c'est deux possibilités, cet export Excel ou directement dans le logiciel en faisant une recherche par CAS. Vous pouvez en fait importer une base de données de produits étiquetés qui a déjà été réalisée. Alors comment ça se passe? Vous pouvez avoir dans l'onglet outils et documents un document vierge en fait. Je vous le montre ici, fichier Excel vierge pour l'importation de données. Et en fait, vous copiez-collez dans votre base. Alors il faut respecter le format Serich évidemment, hein, c'est informatique, donc c'est-à-dire qu'il faut bien mettre par exemple le nom d'usage en colonne A, le nom du produit en colonne A, le nom d'usage en colonne B, la classification dans telle et telle colonne. Donc ça, vous pouvez le faire de façon globale, hein, en copiant toutes vos colonnes et lignes. Si vous le remodelez dans ce format-là, ensuite Serich le reprend et vous n'aurez pas à le saisir à la main. Donc ça fonctionne bien. Vous avez aussi la possibilité de passer par un convertisseur Claris Colibrisc, hein, qui étaient deux outils qui étaient intéressants, qui étaient développés par les services santé au travail ou les CARSAT. Et donc là, vous avez une macro, c'est-à-dire un outil automatique, il y a une petite procédure. Encore une fois, vous le téléchargez ici, hein, dans Serich. Vous avez ici un document qui s'appelle convertisseur Claris Colibrisc. Et donc, vous mettez votre fichier direct Claris ou Colibrisc et ça vous mouline les données automatiquement pour les transformer en Serich et vous les réimportez via le Excel généré dans Serich. Donc, s'il n'y a pas toutes les informations, par exemple, on en parlait tout à l'heure, s'il y a encore des classifications en R ou qu'il y a des informations qui ne sont pas saisibles, il faudra après les saisir à la main. Mais en tout cas, on ne perd pas quand même tout le fruit du travail qui a été fait. Il y a beaucoup de données qui peuvent être réimportées comme ça automatiquement. Je remercie Madame Joly et Monsieur Coquelet d'avoir accepté de venir témoigner. Et vous allez voir, c'est assez intéressant parce que ce sont deux expériences différentes et deux structures, deux entreprises vraiment, je vais dire, originales. Donc, honneur aux dames, je vais commencer par Madame Joly. Je me déplace, voilà. Vous êtes microbiologiste, assistante 1, moi je vais vous donner le micro tout à l'heure, assistante QHSE chez LCB. Alors LCB, c'est une toute petite entreprise, on en parlait plus tôt, hein, 42 salariés 42, 46. Bon, voilà. Mes fiches ne sont pas exactes, c'est bien. Et la principale activité, c'est la sécurité sanitaire des aliments, l'hygiène des aliments. On dit de l'amont à l'aval, de la fourche à la fourchette. Il y a un deuxième micro, c'est superbe. Voilà. Donc, je vais commencer par vous demander pourquoi avoir choisi Serich. Comment ça s'est passé dans votre structure chez LCB? Allez-y. C'est bon? Ça marche. Pour l'habitude. Oui. Donc, initialement, on a fait l'analyse du risque chimique par obligation d'intégrer le document unique. Ce qu'on utilisait pour gérer notre document unique était trop général pour le risque chimique. Donc, on a mis en place un fichier Excel qui se basait sur la fiche de l'INRS 2233 avec tout un système de calcul pour évaluer notre risque chimique. On est passé à Serich parce que notre système de calcul déjà utilisait l'ancien étiquetage. Et quand arrivait le nouvel étiquetage, on ne savait plus trop comment refaire cette évaluation. Serich est arrivé à ce moment. Donc, ça a été l'occasion de passer avec le nouvel étiquetage sur Serich. Très bien. Alors, je vais m'installer entre vous deux, ce sera plus pratique déjà. Pardon, je vais prendre votre place. Et... Ah oui. Voilà. Non, mais je ne vous donne pas encore la parole. Hein. On va continuer. Il y a encore beaucoup de choses à explorer là par là. Je m'installe aussi. Alors, on a un petit moment. Donc, ce qui est intéressant également, en toute transparence, c'est qu'on va peut-être faire une hotline, oui, Nicolas, en direct, parce que vous êtes encore dans une phase
découverte, on va dire, de l'outil. Donc vous avez accepté de témoigner, merci encore. Mais alors, dites-nous concrètement comment ça se passe. Comment ça se passe? Voilà, vous nous avez dit d'où vous êtes parti, qu'est-ce qui existait avant ou pas. Donc, où est-ce que vous en êtes et qu'est-ce qui se passe et quelles sont les motivations? Je suis dans la phase de maîtrise un petit peu de CERICH et ça va répondre un peu à la question de la personne. J'ai décidé de ne pas traiter l'ensemble de notre entreprise, de toutes nos activités, en faisant par étapes. Donc, comme on est une activité de production, fabrication, je me suis limitée à cette activité où la liste des produits chimiques est précise, c'est du récurrent tout le temps. Et je verrai après, on a une activité laboratoire de recherche et développement qui intègre tous les jours des nouveaux produits qui rentrent, qui sortent. Donc, qui sera beaucoup plus complexe à voir par rapport à la gestion des entrées et des sorties, que je verrai après, une fois que je serai bien au point avec CERICH. Jérémy Coquelet, vous êtes stagiaire HSE. Je remercie votre tuteur qui est là, ici, par ici. Vous travaillez chez Lufkin. C'est ça. La maison mère, c'est GE, General Electric. Voilà. Alors, j'avais noté 250 salariés, mais c'est ça? Oui, c'est ça. Hein, et l'activité principale, c'est la fabrication d'engrenages. Donc, même question qu'à Madame Joly. Pourquoi avoir choisi cet outil CERICH? Et est-ce que vous aviez préalablement un autre outil? À mon arrivée chez Lufkin, il n'y avait encore pas d'évaluation de risque chimique. Donc c'est pourquoi j'ai été pris en alternance pendant 1 an à l'entreprise pour évaluer ce risque. Et donc, ce qui m'a poussé à utiliser CERICH, donc j'ai téléchargé pas mal de logiciels, donc Colibrisc, quelques logiciels comme ça. Mais ça ne m'a pas trop plu par rapport à... Parce que c'est un Excel, et puis les Excel, si on change des données dans une formule, on n'y retrouve plus rien. Bon. On a un peu de mal. Alors qu'un logiciel comme ça, c'est très pratique, c'est simple d'utilisation. Voilà. D'accord, donc le choix s'est porté sur CERICH, et après, il y a un site principal de production. Oui, il y a un site de production qui est situé à Fougerolles, et un autre site qui est plus direction, un petit peu au-dessus, à 3 km. D'accord. Comment ça s'est concrètement passé, le développement de l'outil? Vous êtes au niveau 2? Oui, je suis au niveau 2. Je vais demander à madame, vous aussi, c'est le niveau 2. Donc j'ai commencé par rentrer toutes mes unités de travail et mes postes de travail. Donc j'ai dessiné l'entreprise. Donc pour l'instant, je me suis contenté de faire tout ce qui est production, donc l'entreprise principale. Voilà. Et j'ai rentré donc tous les postes de travail et je me suis fait une petite checklist donc sur une feuille. Et j'ai audité donc par poste de travail tout ce qu'il fallait référencer, donc tout ce que le logiciel demandait. Donc par exemple s'il y a une ventilation sur le poste de travail, le stockage, comment il est effectué, et par rapport au produit, donc la quantité utilisée par an, s'il y a un risque cutané par inhalation, etc. Et donc par rapport à ça, j'ai fait poste par poste, et ensuite je revenais directement sur mon poste de travail après chaque poste. Je rentrais donc les produits, donc je cherchais la fiche de données de sécurité du produit sur Internet ou par les fournisseurs, etc. Et ensuite, c'est là que je rentrais plus en détail sur le site, toutes les informations où j'ai audité les personnes, les opérateurs ou les agents de maîtrise. Oui, bonjour, Monsieur Dorine, je suis directeur d'un EHPAD. Et donc, on a reçu une information de la CARSAT, comme quoi il y avait cette information sur les risques chimiques. Moi, ça m'intéressait dans le sens où on a quand même nos personnels d'entretien qui utilisent des produits chimiques, au niveau de la cuisine aussi, et puis au niveau du nettoyage des communs. Est-ce que CERICH est prévu justement pour le service médico-social, le service sanitaire?
Tu réponds ? Alors, C-REACH n'est pas fait pour un secteur en particulier et peut être utilisé dans n'importe quel secteur. On a des établissements publics administratifs qui l'ont utilisé. Il y a évidemment les entreprises. Ça a été fait au départ pour les entreprises, mais je sais qu'il y a des hôpitaux qui l'utilisent. Enfin, oui, ça peut fonctionner dans n'importe quel type d'entreprise. Donc Delphine Poget, Chambre de commerce et d'industrie régionale Franche-Comté. J'ai une question un peu technique, c'est à propos des FDS, puisqu'il s'avère que la plupart des entreprises que nous rencontrons ont les anciennes fiches de données de sécurité avec des mentions de danger en R et non en H. Et quelle est la possibilité d'équivalence? Est-ce que c'est prévu dans le logiciel et comment concrètement faire? Parce qu'en général, les fournisseurs ne les fournissent pas à ce jour. Alors, C-REACH n'intègre pas l'ancienne classification, c'était volontaire. Normalement, les entreprises et surtout les fournisseurs doivent passer au CLP. Il y a une exemption qui court encore jusqu'en fin 2016 pour les stocks, je crois. Mais maintenant, il faut passer au CLP. Donc, on n'a pas voulu développer un module qui serait très temporaire. On s'inscrit dans la durée avec C-REACH. Là, ce qu'il faut sur ces produits-là, maintenant, il faut passer au CLP, il faut contacter les fournisseurs, ils doivent vous fournir une FDS au format CLP. Donc non, ça n'est pas intégré. Non, il n'y a pas de table de correspondance directe. C'est impossible sur le CLP, puisque pourquoi on a fait un nouveau règlement? Ce n'est pas uniquement pour changer les intitulés des mentions de danger ou des conseils de prudence, mais c'est parce que les tests qui savent classer les produits ont changé. Donc on ne peut plus dire c'était telle mention R, maintenant c'est obligatoirement cette mention H. Donc là c'est au fournisseur à fournir ces informations. Alors, petite précision de la Direct d'abord. Oui, je voulais juste préciser au niveau des FDS, les fournisseurs de produits ont obligation réglementaire de vous envoyer des FDS avec la nouvelle classification CLP. Et puis pour compléter la date indiquée tout à l'heure, pour les stocks écoulés, jusqu'en juin 2017, il est possible d'écouler des stocks avec l'ancien étiquetage sur les bidons. À partir de juillet 2017, ça sera terminé. Mais en tout cas, les FDS, d'ores et déjà, doivent vous être transmises avec la nouvelle classification. Oui, donc Eric Poirot, enseignant à l'UIT, j'aurais une question, c'est sur la possibilité que le logiciel C-REACH de faire éventuellement les fiches de données de sécurité simplifiées qu'on pourrait passer au poste de travail. Et puis, est-ce que ça prévoit à l'avenir les fiches de pénibilité pour le risque chimique? Voilà. Alors, il n'y a pas de fiche de données de sécurité simplifiée. Ce qu'il y a, c'est la fiche produit que je vous ai montré tout à l'heure. C'est vraiment pas une fiche de données de sécurité, il y a beaucoup moins d'informations. On va dire que c'est une information de premier niveau avec juste la classification et le résultat de l'évaluation des risques. Sur la pénibilité, C-REACH n'est pas l'outil de la pénibilité. C'est par contre un outil d'évaluation des risques chimiques. Et la pénibilité, il faut partir de toute façon de l'évaluation des risques chimiques et vous aurez normalement, si vous faites cette évaluation des risques, toutes les informations nécessaires pour plus tard éventuellement travailler sur la pénibilité, à savoir les produits utilisés, les mentions de danger. Tout ça est exportable en Excel, je vous le montrerai tout à l'heure. Et vous aurez à partir de ça toutes les infos pour le faire. Mais non, ça n'est pas l'outil de la pénibilité, ça ne met pas en forme. Mais à partir de là, vous aurez de quoi faire. Bonjour, Nelly Gauthier, société Sopil à Pirée, du découpage principalement. J'avais une question au niveau des niveaux, justement, si on s'enregistre en niveau 1, est-ce qu'après on peut repasser en niveau 2 si on se dit, en fait, je suis peut-être pas si nul que ça, je peux peut-être faire du 2, comment on peut faire? Est-ce que c'est possible? Oui, il est possible de faire évoluer son évaluation, tout simplement aussi. Il faut aussi avoir une étape graduée, il ne faut pas se lancer bille en tête sur forcément un niveau 2 ou un niveau 3. Si je prends un exemple un peu imagé, si je veux aller gravir l'Everest un jour et que j'ai jamais fait un peu de rando avant, je risque de rester sur le chemin et finalement de rien faire du tout. Donc il faut peut-être aussi accepter de progresser au rythme naturel des entreprises et déjà de mettre en place, on va dire, les fondamentaux de la prévention pour aller vers l'optimal, une évaluation des risques au poste. Sinon, pour faire évoluer ce niveau, oui, c'est prévu. On peut transformer un inventaire de niveau 1 et le passer en niveau 2, puis en niveau 3. Il y a une possibilité aussi, si on a un peu surestimé le travail, si on était en niveau 2, qu'on veut repasser en niveau 1, mais là, il y a peut-être un peu de perte de données qu'il peut y avoir, parce qu'il y a plus de données au niveau 2 qu'au niveau 1. Pour cela, en fait, il suffit d'aller dans l'onglet en haut à droite de C-REACH, avec la roue dentée, qui sont les configurations, et vous voyez en haut, vous avez le niveau, et vous pouvez changer le niveau.
ici, voilà, vous changez le niveau 1, 2, 3, et donc là, votre inventaire changera, l'évaluation changera de niveau. J'en profitais parce que vous avez montré tout à l'heure l'exportation totale. J'ai vu que vous distinguiez donc le nom du produit, du nom du fournisseur, c'est vraiment une question technique, et enfin, donc, du nom commercial, du nom d'usage. Donc ça, c'est des questions, c'est vrai que je me pose la question, en fait, quelle est finalement la désignation, le nom du produit qu'il est intéressant de garder pour, là, quand on n'est pas expert, retrouver le produit. Oui, alors ça, c'est une évolution aussi, mais évidemment, il y a les deux qui sont possibles. Vous avez des références commerciales du genre RDX 3040 / étoile, arrobase, enfin... 10 ans après, savoir ce que c'est, ce qu'il y avait dedans, c'est difficile. Donc, par contre, quand on dit c'était le dégraissant machine, bon là, on voit un peu mieux. Donc, ça dépend. Il peut y avoir des noms commerciaux qui sont parlants ou des noms qui sont connus des salariés. Quand vous allez retracer après le profil des expositions, il peut être intéressant d'avoir ces noms d'usage qui peuvent être plus parlants. Donc là, c'est à votre main. Si vous estimez que ça peut apporter comme information, vous mettez le nom d'usage et vous aurez la dénomination qui apparaît. Donc là, libre à vous de faire comme vous le souhaitez. On vous écoute. Marguerite Moreau, médecin du travail. Quand une entreprise se connecte à Internet pour la mise à jour des références, est-ce qu'il y a une mise à jour de tous les catalogues des références, je suppose, réglementaires comme chimiques? Est-ce que ces mises à jour s'incrémentent automatiquement dans les champs où sont utilisées ces références, c'est-à-dire jusque dans les fiches de poste? Ou est-ce qu'il doit y avoir une reprise manuelle? Non, il y a une intégration, c'est-à-dire que si vous rééditez la notice de poste et qu'il y a une modification, par exemple, vous aurez la nouvelle fiche de poste qui sera rééditée, qui prendra en compte la réglementation actuelle. Donc nous, on a la possibilité, en fait, il y a 3 CERICH. Je vous ai présenté le CERICH Web et le CERICH pour les entreprises, mais il y a aussi un CERICH Administration qu'on a développé. On est sur maintenant des technologies où on sait que ça bouge vite et on veut mettre à jour et être le plus réactif possible. Donc on a un outil qui permet de faire des modifications, s'il y a des modifications du CLP, des dispositifs réglementaires nouveaux, aussi des nouvelles brochures techniques, des guides de prévention de bonnes pratiques que l'INRS et les CARSAT produisent, le réseau, la CNAM. Donc on sera normalement, nous on met à jour très rapidement quand il y a ces modifications-là, et quand vous travaillez dans le logiciel, c'est pris en compte quand vous avez le nouveau référentiel. Alors vous pouvez le vérifier. Je sais qu'il y a des entreprises parfois qui ont des restrictions Internet que leur impose leur service informatique. Donc vous pouvez vérifier encore une fois dans cet onglet la configuration. Dans Système, vous avez, dans À propos, vous avez ici la version du logiciel et la version du référentiel dessous des données. Donc nous, quand on fait des assistances, souvent on vous demande quelle version du logiciel vous avez ou quel référentiel vous avez pour être sûr que vous avez la dernière version. Normalement, ça se fait automatiquement, mais il peut y avoir des cas, c'est le problème d'Internet, si vous avez des restrictions ou vous n'avez pas cette mise à jour. Donc vous pouvez vérifier vous-même si vous êtes à jour, et auquel cas vous pouvez télécharger le nouveau CERICH qui intégrera le nouveau référentiel. Bonjour, Sarah Girardot, Société BMC Pêche. Alors vous parlez beaucoup des évolutions sur CERICH. Par contre, je voulais savoir, moi, s'il y avait des dispositions qui sont prises pour l'archivage des données, l'archivage des FDS, les anciennes, quand on a substitué un produit, pour avoir vraiment un historique complet. Donc ça, c'est tout à fait possible. C'est même pas une évolution, ça existe depuis le début, ça. Donc quand vous êtes dans la fiche produit, vous pouvez ici glisser une FDS, mais vous avez ici un autre champ qui s'appelle déposer un fichier, quel qu'il soit, et vous pouvez ici insérer, par exemple, les anciennes FDS. Donc je vous montre. Je prends mon Carbuclean, là, j'insère la FDS, je ferme. Si je reviens peut-être 2 ans après, j'ai une nouvelle FDS. Donc, mince, je ne me rappelle plus. Produit. C'était peut-être pas celui-là. Excusez-moi. Enfin, je remets la FDS. Donc, une fois que vous réouvrez ce produit, vous pourrez réouvrir la FDS, vous l'enregistrez sur votre bureau, enfin, vous la faites glisser-déposer, et vous pouvez l'insérer ici, en fait, dans déposer les fichiers.
ça marche pareil. Alors là, l'avantage, c'est qu'on peut aussi mettre des fichiers qui ne soient pas forcément des PDF. Et là, vous pouvez en mettre, vous voyez, hein, toute une liste. Et donc là, ici, n'apparaît que la FDS qui est active. Donc à vous d'insérer celle qui est active. Et là, vous mettez les anciennes et vous avez la traçabilité. Normalement, dedans, il y a une date de mise à jour. Si jamais elles ne sont pas bien renseignées, vous avez un champ commentaire ici et vous marquez la FDS a changé en telle date, j'ai demandé au fournisseur qui m'a fourni, depuis ce moment-là, on sait que le produit a changé. Tout ça, ces informations-là sont tracées et quand vous reviendrez dans la base données produits, vous pourrez retrouver comme ça l'ensemble de vos FDS et vos informations. Écoute. Donc Angéline Godel, Chimirex Centrest. Donc nous sommes une société de gestion des déchets dangereux. Donc avec la problématique que le CLP ne s'applique pas en fait aux déchets. Oui. Comment vous nous conseilleriez de procéder? Oui. Et est-ce que CERICH est applicable aux déchets dangereux? Alors, oui. Alors, le problème des déchets, c'est que c'est le code de l'environnement. Encore une fois, nous, on se positionne en santé au travail, mais ne serait-ce que la manipulation des déchets par les salariés, hein, dans les étapes de logistique, est une problématique importante, et vous avez raison, n'est pas étiquetée par le CLP. C'est le cas aussi d'autres substances. Si on pense aux cosmétiques, si on pense à des produits de santé, à l'agroalimentaire, une farine, ça n'est pas étiqueté et pourtant ça a des propriétés explosives quand c'est présent sous forme de poussière bien connues. Donc ça c'est la partie en fait des agents émis par les procédés ou produits non étiquetés. Et les déchets ont été rentrés dans CERICH là-dedans. Alors il n'y a peut-être pas tout mais je vais vous montrer ce qu'il y a. Dans la base de données produits ici, quand vous ajoutez des agents émis ou des produits non étiquetés, vous avez ici une rubrique qui s'appelle « Émissions lors de travaux impliquant des déchets ». Donc ça peut peut-être vous intéresser. Là, il y a différents procédés qui sont très connus. Il y a les 2,3-E hein, qu'on connaît. On a fait énormément d'études à l'INRS sur des poussières de métaux, des poussières de composés assez rares qui sont utilisés dans les écrans qui peuvent avoir aussi certaines toxicités. Donc si vous les insérez, ces poussières émises lors du tri, par exemple du tri, du broyage, du concassage de déchets de 3E, vous les insérez, le risque potentiel a été évalué par l'INRS et ses partenaires. Alors là, bien évidemment, hein, sur ce type d'activité, on est sur des potentiels assez dangereux et vous pourrez ensuite, en partant de ça, faire l'évaluation, décrire les mesures de prévention qui sont mises en place, voir si on a un abattement du risque et une situation en sécurité. Vous avez aussi d'autres procédés comme les procédés biologiques hein, sur la fabrication de boue, lisier, compost, qui va pouvoir émettre des substances comme de l'ammoniac, comme d'autres gaz, voire même des substances biologiques comme les endotoxines qui peuvent avoir des effets au niveau pulmonaire. Donc c'est en passant par là que vous pourrez évaluer ce genre de déchets. Alors, je sais qu'on nous a fait la réflexion, il n'y a pas tout. Par exemple, il y a les dasseries aussi, les déchets biologiques qui sont issus des hôpitaux. Alors, il est possible pour nous d'ajouter des déchets sur vos propositions pour compléter ces REACH, pour qu'on essaie de les prendre en compte au mieux. Bonjour, Christophe Fellman, Société Bibendorf, volet roulant. Comment ça se passe dans le logiciel si on utilise un CMR en faible quantité, qu'on a mis une aspiration à la source, que lors des opérations de maintenance, les gens sont bien équipés en EPI, et qu'on a effectué dans toutes ces phases, donc les VLPE 8 heures ou les 15 minutes, et qu'on est à 0,001% de ces... Comment est-ce qu'on fait pour pondérer la dangerosité qu'on va retrouver en faible, modéré ou très fort? Donc de toute façon, alors je vous rappelle, hein, réglementairement, si vous avez des CMR qui sont des produits, il y a de toute façon une obligation de substitution. Hein. Mais en attendant cette substitution, si elle est possible, techniquement possible, bon, si on prend par exemple certains CMR qui sont émis par le soudage, on va pas substituer le soudage, c'est difficile, j'en conviens. Donc là, effectivement, on va aller sur du aussi bas que techniquement possible et du contrôle pour vérifier qu'on est en dessous des critères d'acceptabilité que sont les VLEP. Donc comment on fait? Je ne vous ai pas montré le niveau 3, ça va être l'occasion de vous le montrer. Alors là, vous êtes typiquement, pour moi, du niveau 3, c'est-à-dire vous avez été capable donc, de faire votre évaluation des risques, mais vous êtes aussi finalement un spécialiste de la chimie, vous avez
mis en place un contrôle des VLEP. C'est une démarche qui est complexe puisqu'il faut créer des groupes d'exposition homogènes, il faut analyser les conditions de travail de façon encore plus fine. Donc vous êtes au niveau expert avec des sources d'informations, vous êtes avancé au niveau prévention. Donc vous pouvez peut-être accéder à ce niveau 3 et vous avez la possibilité d'insérer le niveau expert. Alors comment ça fonctionne? Donc si je reprends mon exemple de gel cottage, je vais peut-être supprimer les EPI. Hop. Vous avez ici donc l'évaluation des risques là pour votre process, hein, imaginons que c'est le vôtre, et vous avez un petit onglet en dessous qui s'appelle expertise. C'est la spécificité niveau 3. Au niveau 2, vous ne l'avez pas. Et là, vous pouvez l'expert peut venir modifier le risque. Alors si, en fonction de vos résultats, si vous avez discuté avec votre médecin du travail, là c'est de votre responsabilité d'expert de justifier. Vous pouvez peut-être le mettre en orange. En vert, pour un CMR, ça me paraît quand même un peu compliqué. C'est-à-dire qu'on n'est peut-être pas sur du rouge parce qu'il y a de la protection, mais il y a de la surveillance régulière, annuelle, obligatoire à faire. Vous mettez le résultat en orange et vous devez obligatoirement justifier. Alors justifier en mettant voilà parce que j'ai effectué du contrôle ou toute autre source d'information. Et ici, vous pouvez déposer les fichiers comme les comptes rendus des laboratoires accrédités, hein, les comptes rendus d'analyse, une surveillance biomédicale, le médecin du travail qui vous a fait parvenir un diagnostic, enfin pas le diagnostic évidemment individuel qui est confidentiel, mais en vous disant voilà, a priori sur ce poste-là, ça semble maîtrisé, une plombémie a été faite et on ne retrouve pas de traces de plomb. Enfin ça c'est des informations expertes hein, avec des professionnels, médecins, toxicologues, chimistes, et donc vous pouvez intégrer ça pour justifier votre risque. De toute façon, l'évaluation, la CARSAT vous l'a dit tout à l'heure, c'est de la responsabilité de l'entreprise. CERICH, ce n'est qu'un outil d'aide à la décision, ce n'est pas une boule de cristal. Il y a des choses, il peut être pris en défaut ou peut être limité dans certains cas, on peut aller plus loin. Et ce niveau 3, quand on a quand même le recul, l'expérience nécessaire pour faire ce diagnostic, permet de prendre en compte ces questions-là et de modifier, d'ajuster le risque. Ce qui permettra à la fin, quand vous sortirez votre document unique, le risque de CERICH ne sera pas écrasé. On pourra quand même voir que CERICH avait annoncé que c'était rouge. Et on voit ensuite, vous, comment vous êtes positionné avec votre argumentation pour justifier que vous êtes allé plus loin et vous avez eu la possibilité de conclure qu'il y avait un risque plus faible ou un risque plus fort aussi. On a fait en sorte, évidemment, dans CERICH, qu'on n'ait pas tendance à sous-estimer les risques, mais il est possible qu'il y ait un cas très particulier qui informatiquement ne soit pas programmable, où où votre médecin du travail vous dit attention, j'ai des symptômes, vos salariés ont des pathologies. Sur ce poste-là de travail, même si CERICH vous dit que c'est orange par exemple, vous pouvez décider sur demande du médecin du travail à au contraire le mettre en rouge. Ça peut aller dans les deux sens. Voilà une possibilité d'intégrer d'autres sources comme vous le disiez. Juste avant une confirmation, lorsqu'on travaille sur une ligne qui utilise, je ne sais pas, 6 produits. Oui. Pas spécialement dangereux, mais 6 produits. Donc on va intégrer sur cette, vous appelez ça vous un poste de travail. Oui, exactement. On va intégrer les 6 produits, les 6 fournisseurs, les temps d'exposition, tout ce qui va bien. Lorsque je veux avoir l'image de ce poste, est-ce qu'il va me sortir en sortie modérée, fort ou très fort du poste, mais pas des 6 produits? Est-ce que ce sera un résultante par produit ou par ligne? En fait, donc le risque résiduel, il est calculé pour une tâche, pas pour un poste de travail. Donc le poste de travail, par exemple, si c'est votre ligne de production, peut-être vous avez différentes tâches dedans, le chargement, une étape de mélange, une étape de fabrication, peut-être une étape de contrôle. Ces étapes-là peuvent être exposantes différemment. Donc il faut d'abord décrire les tâches. Si vous avez une tâche, vous pouvez effectivement avoir l'ensemble ici des informations. Si je reprends pour mon établissement 1, pour la production, mon poste de stratification, vous avez l'ensemble des résultats pour la tâche ou le poste de travail. Donc là, vous pouvez avoir une vision globale, ne serait-ce que par ces icônes, de savoir si vous avez plusieurs produits dedans, c'était votre question, s'il y en a qui restent en rouge, s'il y en a en orange à la fin dans le résultat de l'évaluation des risques. Donc ça, vous l'avez là-dessus de façon visuelle et vous pouvez l'exporter encore une fois par la traçabilité.
Ici, vous voyez ici l'ensemble des produits et la résultante de l'évaluation. Est-ce que ça répond à votre question? Oui et non, parce que des fois ils ont des petits produits, des petits polish, des petits produits pour enlever une tâche. Et on ne va pas forcément créer une tâche, nettoyage de la petite tâche. Oui. Et ce produit, ils l'utiliseront quand même. Oui. Bah, si vous ne l'insérez pas dedans, là, il ne pourra pas le savoir. Et il ne peut pas être pris en compte dans le... Vous pourrez avoir l'évaluation des risques potentiels. Moi, ce que je vous conseille, c'est que les petits produits, il faut quand même s'en méfier, parce que si c'est un petit produit très dangereux, un petit produit corrosif, une goutte dans l'œil, ça peut avoir de graves conséquences. Donc, faites d'abord l'évaluation des risques potentiels, c'est-à-dire uniquement quantité danger. Là, à partir de ce moment-là, si ça sort en vert, par exemple, qu'effectivement, il n'est pas dangereux et qu'il est utilisé en faible quantité, n'allez pas jusqu'à l'évaluation du risque potentiel. Et vous verrez ici, quand vous sélectionnez un poste, là, vous avez la résultante en termes de couleur. J'ai sélectionné la stratification et vous avez l'ensemble des risques potentiels et ça prend la couleur du produit le plus dangereux. Donc, s'ils sont tous en vert, ça sera vert. Et s'il y en a un, même sur 6 qui apparaît en rouge, là, vous avez la résultante. Qu'est-ce que vous diriez à des personnes qui hésiteraient encore? Je trouve que ce qui est simple pour le logiciel, c'est de rentrer les informations, ça se fait vraiment facilement, puis les transposer dans différents postes de travail. Donc si on utilise différents produits dans les différents postes de travail, c'est vraiment tout facile à transposer. Et l'histoire de faire des fiches de poste, des notices de poste par rapport aux produits, ça c'est vraiment un gros plus. Avec les étiquetages, quand on transvase un produit, ça c'est aussi bien. Je sais pas, essayez, c'est très convivial, très intuitif. La source de l'information actualisée, pour moi, c'est un bon outil, très important.